Tout commence dans une forêt sombre et pluvieuse, où un groupe de chevaliers lourdement armés marche à travers les bois, cherchant quelque chose jusqu'à ce que l'un d'eux trouve un vampire et lui demande si c'était amusant de se cacher toute la nuit, déclarant que l'immonde créature a mis fin à de nombreuses vies pendant qu'elle était en liberté, et que tromper les saints chevaliers était une belle ruse, mais que son rôle s'arrête là. Le chasseur le jette alors au sol et dit que le vampire devrait être fier d'être achevé par lui, puisque sa simple apparence est la preuve de tous ses péchés, et avec un sourire sinistre, le guerrier demande si le vampire sait quelque chose, et révèle qu'il ne l'a pas capturé plutôt exprès, laissant notre héros complètement abasourdi. Le chevalier explique que son entrée tardive dans le groupe de poursuite faisait partie du plan, car il l'a fait pour se démarquer en capturant un vampire rare, et pour envoyer un avertissement aux infidèles. Notre garçon comprend alors que ce monde est une jungle, où les forts s'attaquent toujours aux faibles, un endroit où tout est déterminé par le pouvoir, c'est pourquoi il a toujours essayé de tout fuir, mais la fuite ne l'a mené nulle part, car il est maintenant capturé par le chevalier implacable, et c'est le résultat d'une vie passée à se cacher et à détaler comme une créature corrompue. Le chevalier dit que l'existence même du vampire insulte et ternit le prestige de l'Église. Tombé au sol, notre héros pense que s'il avait une autre chance, les choses seraient différentes, et il pousse un dernier cri de désespoir en acceptant son terrible sort, mais soudain, le jeune homme se réveille en suffoquant dans un endroit familier. Allongé sur un vieux tapis, complètement confus, notre protagoniste ne comprend pas ce qui vient de se passer, et il réalise que son cou et ses membres sont tous intacts, sans la moindre égratignure. Notre garçon trouve ça étrange car il était sûr d'avoir trouvé la mort, mais il reconnaît cette vieille tante, et en regardant un calendrier, il voit que la date est celle de 6 mois dans le passé, à ce moment-là. Ça fait enfin tilt, et le jeune homme comprend que, d'une manière ou d'une autre, il est retourné dans le temps. Eugène serre alors le poing, pensant à la seconde chance qu'il vient de recevoir. L'histoire nous emmène dans un village isolé dans la forêt, un lieu épargné par les humains, où notre héros vivait comme un vampire faible, se cachant et essayant de survivre. Il ne buvait pas de sang humain, mais un jour ses instincts ont pris le dessus, et tout a mal tourné. Après ça, des mercenaires et des saints chevaliers ont commencé à patrouiller dans tout le village à sa recherche. Effrayé, Eugène a passé 12 longues années à ne boire que le sang des animaux de la forêt. Eugène ne sait pas comment. Il est retourné dans le temps, mais maintenant il ne peut plus refaire les mêmes erreurs, et il pense que s'il doit mourir de toute façon, la seule issue est de devenir assez fort pour que personne ne puisse l'arrêter. Avec ça, notre protagoniste décide qu'à partir de maintenant, il change de stratégie de survie. Le jeune homme se souvient que les vampires peuvent absorber du pouvoir en suçant du sang, donc plus le propriétaire du sang est fort, plus la quantité de pouvoir obtenue est grande, et à ce moment, une créature apparaît devant lui. C'était le maître de la forêt, une bête géante qui émerge du marais pour attaquer notre héros. Même avec la créature chargeant sur lui, notre garçon ne montre aucune peur et esquisse même un sourire. Le monstre lance des projectiles, mais Eugène parvient à tous les esquiver grâce à son agilité. Il sait que son corps actuel est faible, et qu'il ne peut qu'esquiver, mais s'il peut faire une petite coupure sur la bête, il sucer le sang de la créature, et enfin obtenir le pouvoir de se battre pour de vrai. La méthode de survie qu'il a utilisée jusqu'à présent a été d'effacer sa présence autant que possible. Mais comme il sait que ça a échoué, il n'y a aucune raison d'hésiter, car il a désespérément besoin de pouvoir. De toutes ses forces, notre protagoniste charge et enfonce son épée dans la peau du monstre. Mais à sa surprise, la lame de l'épée se brise en heurtant la peau dure de la créature. La créature alors saisit l'occasion et le frappe violemment avec sa queue, l'envoyant voler. Il est projeté violemment par le cou, et au sol, il se tord de douleur. Cet alligator géant a une sacrée force, et Eugène n'est pas sûr de pouvoir le battre. On nous dit alors que des monstres vivraient dans des régions appelées zones magiques, et que certains d'entre eux possèdent des pierres magiques, même dans des environnements sans pouvoir, les rendant plus rares que des bijoux. Pour cette créature, la pierre magique est son noyau, et si notre héros peut la trouver, il peut renverser la situation. Mais la différence de pouvoir est évidente, et peut-être a-t-il pris cette opportunité un peu trop à la légère, car le maître de la forêt pourrait mettre fin à sa vie avant même qu'il ne réussisse à le blesser. Sur ce, le monstre attaque à nouveau, provoquant une énorme explosion dans l'eau trouble du marais. Avec un regard triste, voyant sa fin arriver, Eugène pense qu'il serait étrange d'avoir une autre chance de renaître, et l'alligator le mord alors qu'il se dit qu'il s'est surestimé. Et c'est pourquoi il ne faut jamais baisser sa garde. Pour cette raison, il a toujours rampé et retenu sa respiration, pour que personne ne le trouve. Notre garçon s'est toujours battu durement juste pour survivre, et ce ne serait pas différent maintenant. À l'intérieur de la créature, il fait preuve d'une volonté de faire et décide de se battre, déclarant qu'il se battra cette fois, et gagnera. Et soudain, son corps se met à briller, couvert de runes. Ses cheveux commencent à pousser avec une telle détermination, et Eugène sait que s'il ne gagne pas maintenant, il n'aura pas une autre chance de changer son destin. Alors il enfonce sa main dans la gueule du monstre pour saisir noyau de puissance, arrachant la pierre magique, car la survie se construit toujours sur le sang des autres. Avec une lueur intense, la gemme se brise en 1000 morceaux, libérant toute son énergie. Après un moment, la nuit règne à nouveau, calme et silencieuse sur le marais. Mais soudain, une énorme explosion de lumière illumine toute la forêt. Notre garçon se souvient qu'il a juré que s'il avait une autre chance, il ferait tout différemment, et qu'il choisirait la voie du combat et de la confrontation au lieu de passer toute sa vie à fuir. Sur ce, Eugène, maintenant transformé, fait face au carnage qu'il a lui-même causé. Et avec un nouveau regard dans ses yeux rouges, il dit qu'il conquérera à la fois le sang et la victoire.
La nuit reste calme alors qu'Eugène se tient sous cet imposant clair de lune, pensant qu'il n'avait besoin que du sang du monstre. Mais il a fini par absorber la pierre magique aussi, la capacité qu'il a acquise était de pouvoir créer des écailles noires sur sa peau, comme une armure. Eugène se souvient avoir découvert le monstre quand il a été capturé par des mercenaires dans le passé. À l'époque, au milieu du chaos, il a bu le sang de la créature, et a réussi à s'échapper, et connaissant ses effets, il a décidé de boire à nouveau le sang de la créature. Quoi qu'il arrive, cette nuit-là, Jacques Dury le trouverait n'importe où, il doit donc avoir une capacité de détection spéciale. Avec l'aube approchant, Eugène pense qu'il vaut mieux ne pas tester son nouveau pouvoir, et de retourner à sa cachette. Quand soudain une voix mystérieuse dit que le faux maître qui a volé son territoire et transformé le lac en marécage est parti, cette voix remercie alors notre protagoniste d'avoir offert à ce monstre une fin si terrible, et dit qu'envahir l'endroit et souiller la terre avec du sang sont des péchés qui doivent être payés. Juste à ce moment, une créature élémentaire apparaît et dit « C'est le territoire protégé par la grande myriade ». Avec un regard furieux, elle maudit Eugène, disant que son corps subira une malédiction et sera mis en pièces. La petite fée se demande si le vampire chauve l'a blessée, mais notre héros demande simplement ce qu'elle est, et la minuscule créature est en état de choc. Quand elle réalise qu'Eugène lui parle directement, et incrédule, la fée reste sans voix. Et notre protagoniste répète la question, voulant une réponse. Elle lui demande s'il a tout entendu. Et le jeune homme confirme, mentionnant qu'on l'a traité de vampire chauve, ce qui fait rougir la fée. La créature se présente comme Myrian, un esprit de l'eau, et dit qu'elle était la maîtresse de cet endroit il y a 15 ans. Mais elle se corrige, disant qu'elle était en fait une partenaire stratégique, et le remercie à nouveau d'avoir éliminé le monstre. La fée pense avoir vu un vieil homme chauve se faire dévorer, et soudain un beau mec est apparu, et c'est là que notre héros remarque quelque chose. La fée complimente le tatouage et demande ce qu'il signifie, mais notre héros ne peut pas le dire, car il a toujours été là, expliquant qu'il est né vampire et que, depuis ses plus lointains souvenirs, les 10 tatouages étaient déjà sur son corps. Comme il ne se souvient pas de son passé, il s'est juste concentré sur le fait de rester discret et de survivre, sans regarder en arrière. Notre garçon se demande si l'un des tatouages était un seau qui s'est brisé. Puis il dit au revoir à la fée, qui se plaint d'être seule et que purifier le lac prendra très longtemps. La petite fée lui propose alors de lui servir de l'eau fraîche, se vantant de la saveur de son eau. Myrian insiste, disant que l'eau pure améliore la peau. Mais notre protagoniste fait une grimace dégoûtée. Elle crée de l'eau avec ses propres mains et la lui offre à nouveau. Mais notre garçon lui dit de dégager sur le champ. Désespéré, la fée le supplie de rester. Mais le jeune homme dit qu'il n'a besoin de rien et continue son chemin. Quelques jours plus tard, la scène se déplace au village de Bredouin, une petite ville au milieu des montagnes, où un homme court dans une maison et crie au chef que le monstre aux yeux rouges est apparu. À ces mots, tous les villageois se précipitent dans la rue et regardent, choqués, quelque chose à l'entrée du village. Au sol, il y avait un grand tas d'animaux chassés, comme des sangliers, des cerfs, des lapins et même des canards. Et les gens se demandent ce que le monstre aux yeux rouges prépare avec toute cette nourriture. Il est alors révélé que ce monstre est notre héros, qui vit dans les montagnes et partage sa chasse avec le village, caché dans les buissons. Notre héros demande s'il peut entrer un peu dans le village. Il est révélé que lorsqu'il est apparu il y a plus de 10 ans, tout le monde était terrifié par sa présence. Mais comme il apportait des animaux en guise de tribu, les gens ont cessé de s'inquiéter de lui. Notre protagoniste dit qu'il vivait loin parce qu'il était malade, mais qu'il est maintenant enfin guéri, disant qu'il a reçu beaucoup d'aide du village, et qu'il aimerait donc leur rendre toute leur gentillesse. Les villageois sont en état de choc, et il leur dit de l'appeler s'il se passe quoi que ce soit. Puis, notre garçon retire son masque, révélant un visage incroyablement beau et un sourire doux, et les villageois perdent totalement la tête devant la beauté du garçon, et certains s'évanouissent même sous le choc. Quelqu'un se demande si la créature de la forêt était en fait un demi-elfe, ou même un noble. Le chef du village pense alors qu'il a toujours porté un masque, et n'aurait jamais imaginé qu'il ressemblait à ça. La fée Myrian apparaît et demande à Eugène ce qu'il pense après avoir donné toute la nourriture. Notre protagoniste explique que parmi les humains, montrer de la bonne volonté est très important. Myrian ne comprend pas pourquoi il se soucie de gens qu'il ne va même pas dévorer, et qu'il quittera bientôt. Sérieusement, notre héros dit qu'il ne peut pas ignorer ce qui va se passer, et révèle que s'ils n'agissent pas, des mercenaires prendront d'assaut le village, et tout le monde ici trouvera bientôt la mort. Notre héros explique que les mercenaires viennent au village pour prendre un garçon spécifique, et que leur plan est de kidnapper le garçon pour un seigneur, puis d'effacer tous les témoins du crime. La fée Myrian est choquée et se demande si ce que dit notre protagoniste est vrai. Eugène dit qu'ils découvriront bien assez tôt si c'est vrai ou non. Laissant la fée encore plus confuse, elle ne comprend pas ce que gagner la confiance à avoir avec des mercenaires, jeune homme la traite simplement d'impoli. En volant, distraite, Myrian finit par percuter notre héros, qui s'est arrêté brusquement, et la petite créature se plaint de douleur, demandant pourquoi il s'est arrêté comme ça. Au milieu du chemin, mais elle abrège ses plaintes quand elle réalise que notre garçon regarde fixement quelque chose. Juste devant, un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents apparaît sur la route forestière. Les hommes voient notre protagoniste seul et se demandent qui est ce type qui leur barre la route. Leur chef dit que le gars a l'air faible, et que le plan était d'envahir le village en secret. Notant que notre héros est seul et non armé, mais que s'il crie, cela pourrait tout gâcher. Sur ce, le chef ordonne à l'un de ses hommes de s'assurer qu'il ne fasse pas un bruit. Voyant le mercenaire s'avancer avec une hache à la main, Myrian crie de désespoir pour Eugène,
et l'attaque brutale arrive de toutes ses forces sur notre garçon. Les yeux rouges brillants, notre héros se prépare à l'attaque imminente du mercenaire, et en un clin d'œil, il esquive la hache et contre-attaque, pendant que le reste du groupe reste sous le choc. Il explique à Miriam qu'ils ont besoin de leur confiance. Notre protagoniste continue, disant que de cette façon, ils ne paraîtront suspects à personne. Et avec un regard sinistre, il révèle son vrai plan, qui est d'éliminer tous les mercenaires ici même. Il insiste auprès de la fée pour qu'elle réfléchisse bien, car gagner la confiance des gens est essentiel. Miriam est abasourdie par la scène violente, alors que notre héros dit qu'il ne veut pas paraître suspect. Avec des griffes acérées et un sourire aux lèvres, il répète qu'il va achever chaque mercenaire. L'un des hommes qui a survécu à la première attaque crie avec désespoir que le type est un vampire, mais leur chef leur dit de ne pas avoir peur, et que c'est une excellente occasion de gagner récompense. L'homme attaque avec son épée, mais notre garçon arrête la lame d'une seule main, laissant l'ennemi en panique. D'un mouvement rapide et précis, Eugène achève le chef des mercenaires sans aucune pitié. Voyant cela, le reste du groupe réalise qu'il n'est pas un type ordinaire, et décide d'attaquer tous en même temps. Plusieurs hommes chargent en criant que la tête du vampire sera à eux, mais notre héros n'est pas décontenancé. En un clin d'œil, notre protagoniste se précipite sur les ennemis, et une énorme bataille commence. Un grand mercenaire traite notre héros de démon, et dit à ses amis de ne pas attaquer imprudemment. Avec sa masse géante, l'homme charge en hurlant qu'il écrasera quiconque se mettra sur son chemin. Mais il est choqué quand notre protagoniste parvient à arrêter le coup d'une seule main. Sans sourciller, avec un regard froid, notre garçon dit que le jour tombe, et que ce ne sera pas bon pour les mercenaires. Et puis il achève le grand gaillard d'un seul coup, rapide et précis, ne laissant aucune chance à l'homme. Au milieu des corps de ses ennemis, il dit que la nuit est son moment, et le meilleur moment pour obtenir du sang. Les mercenaires restants sont effrayés par ce qu'ils ont vu, et décident d'attaquer tous en même temps. À ce moment-là, les villageois arrivent avec des torches et sont complètement choqués par la scène qu'ils découvrent. En voyant tout ce désordre, l'un des hommes se demande comment tout cela a pu se produire. Le chef du village fait alors face à notre héros et lui demande directement s'il était responsable de tout cela. Notre garçon nie tout sur le champ et dit qu'il a trouvé les hommes en revenant de la chasse dans les bois, montrant un tas de loups morts, et disant qu'ils étaient les vrais coupables de l'attaque contre les mercenaires. Les villageois s'approchent prudemment et voient les corps de plusieurs loups noirs éparpillés sur le sol. Il explique qu'il a tué quelques loups, mais que d'autres pourraient être à proximité, ce qui rend le chef très méfiant. Mais l'un des villageois confirme qu'il y a des marques de griffes de loup sur les corps des hommes, ce qui soutient l'histoire, et un autre villageois confirme, disant que tous les corps ont été attaqués par des loups sauvages. Le chef trouve toujours cela étrange, mais s'excuse d'avoir soupçonné notre héros sans raison, et suggère d'enterrer les corps dans le village pour qu'ils ne deviennent pas de la nourriture pour animaux, tandis que Miriam traite notre héros de menteur. Dans ses pensées, la fée se souvient des loups, qui ne sont apparus que plus tard pour nettoyer le désordre qu'il avait fait, et elle se souvient aussi que notre garçon a personnellement forgé les marques de morsure sur les corps pour couvrir ses traces. Miriam ne comprend pas pourquoi il se soucie tant de son image s'il pouvait simplement partir, et la petite fée reste pensive quant à ses intentions alors que notre héros s'apprête à montrer quelque chose. Il tend une lettre qu'il a trouvée sur les mercenaires et demande si le chef du village veut la lire, et l'homme reconnaît le sceau du seigneur Tuan sur la lettre. Choqué par ce qui est écrit sur le papier, les yeux écarquillés, il n'arrive pas à croire ce qu'il a lu et se demande si c'est vraiment vrai. Le chef crie alors de désespoir, demandant si un garçon nommé Pélé est dans le village à ce moment-là. Parce que la lettre révèle que Pélé pourrait être le fils illégitime du seigneur Tuan, ce qui en fait une cible importante. Dans un flashback, nous voyons notre protagoniste se demander si ce gamin est vraiment un membre de la noblesse. Nous voyons aussi les chefs des mercenaires, stupéfaits par la puissance de notre héros, se demandant d'où il vient, et l'homme est émerveillé par la vitesse du jeune homme, qui abat plusieurs de ses hommes en un clin d'œil. L'un des mercenaires crie que s'ils rentrent maintenant, ils seront finis de toute façon, et dit à tout le monde de se battre, en disant que même si c'est un monstre, notre héros n'a que 2 bras, alors ils devraient attaquer ensemble. Leur chef désespère car il ne peut même pas s'échapper avec le vampire sur son chemin, sans autre option. Le dernier homme debout charge avec sa dague pour une attaque désespérée contre notre héros, et avec ses yeux d'un rouge intense et brillant, notre garçon se prépare à mettre fin au combat une bonne fois pour toutes, mais en un éclair, il assène un puissant coup de poing en plein visage du mercenaire, qui n'a aucune chance. L'impact du coup est si fort que l'homme est projeté en arrière et s'écrase contre un arbre, le brisant en 2. Notre protagoniste passe devant le dernier ennemi, qui tombe au sol, sans même un regard en arrière après l'attaque finale. Maintenant, avec tous les mercenaires vaincus, le dernier survivant le supplie d'arrêter tout ça, et demande pourquoi il a été attaqué, et si notre héros les attendait depuis le début de la mission. Il essaie encore de mentir, disant qu'il avait juste affaire dans le village, mais notre garçon ne gobe pas l'excuse. Avec un regard intimidant, notre protagoniste dit qu'il est très curieux de savoir ce qu'il faisait dans son village. Le mercenaire panique et dit qu'il ne savait pas qu'un seigneur vampire régnait sur le village dans cette région, révélant qu'il cherchait le fils illégitime de la famille Tuan, qui se cachait là. Notre héros le traite de menteur et lui demande la vraie raison, car il n'aurait pas eu besoin d'autant d'hommes pour ça, puis il demande au dernier mercenaire si le plan était d'anéantir tout le village. L'homme nie et avoue qu'ils ont été engagés par les fils légitimes de la famille Tuan. Jurant que la mission n'était qu'un enlèvement du garçon, et qu'ils ont amené des renforts uniquement par précaution, le visage de notre protagoniste devient
Sérieux alors qu'il se souvient de l'un des cerveaux derrière ce coup, c'était Burtel Tuan, le chef de l'équipe de chasseurs de vampires qui l'a tourmenté dans le passé. Avec cela, notre garçon comprend que le plan d'anéantir le village était pure cupidité de la part des mercenaires, et c'est à cause de cela que, dans le passé, les chevaliers sacrés ont fini par le découvrir. Le mercenaire continue de supplier et jure qu'il ne l'aurait jamais fait s'il avait su qu'il y avait un vampire là-bas. Eugène dit alors qu'il comprend et lui dit de faire attention aux loups sur le chemin du retour, n'en croyant pas sa chance. L'homme commence à remercier notre héros de l'avoir épargné, mais notre protagoniste n'est pas dupe et achève le dernier ennemi sans une seconde d'hésitation. La fée ne comprend pas. Mais il explique qu'il ne peut laisser personne en vie après avoir été découvert. Avec un regard froid, notre garçon dit qu'il a tout fait au bon moment pour que son plan fonctionne. Juste à ce moment-là, plusieurs yeux brillants apparaissent dans l'obscurité de la nuit, attirés par l'odeur dans la zone. Pendant ce temps, le chef confirme aux villageois que les hommes voulaient emmener Pélé au château, et un villageois se souvient que la mère de Pélé est décédée, et qu'il vit seul dans le village depuis 8 ans. Notre garçon propose d'emmener l'enfant, car il connaît bien la forêt, et peut éviter les bêtes. Le chef est surpris et dit qu'il ne pourrait jamais lui demander une telle chose, mais Eugène sourit et dit qu'un chevalier ne peut ignorer cela, laissant Marianne indignée par le mensonge. La petite fée est complètement sans voix devant le culot de notre héros. Les villageois sont aussi sous le choc, et le chef lui demande même s'il est vraiment un chevalier. Marianne panique et n'arrive pas à croire ce que notre protagoniste fait juste devant elle. Avec un sourire narquois, notre héros dit qu'il ne sait pas encore correctement présenter à tout le monde et se présente comme Jean de la maison Eugène, et la fée se demande s'ils vont vraiment croire ça. L'un des villageois en gronde un autre, disant que c'est impoli de douter et qu'il devrait l'appeler sœur Eugène. Notre garçon explique à la fée que ces gens n'ont jamais vu un vrai noble de leur vie, et continue, en disant que même s'il prétend être un noble, il ne verrait pas la différence. Les villageois croient maintenant tout et demandent s'il est resté dans la forêt pour s'entraîner. Notre protagoniste dit qu'il avait ses raisons de vivre isolé, et tous les villageois célèbrent. Le chef s'inquiète de ne pas pouvoir payer, mais notre héros dit qu'il a juste besoin d'un endroit pour passer la nuit, et le chef du village est heureux, offrant sa propre maison à notre héros. Le jour, dans une chambre, notre protagoniste teste son nouveau pouvoir. Ses yeux brillent en rouge et sa main est couverte d'écailles noires très résistantes, et il réalise que les écailles bloquent la lumière du soleil, rendra le voyage beaucoup plus facile. La fée Myrian le traite alors d'idiot et lui demande pourquoi il a menti comme ça. Notre garçon s'en fiche, puisqu'il partira bientôt, et la fée lui demande quel est son véritable objectif. Elle veut savoir pourquoi il est resté silencieux si longtemps, et se lie maintenant d'amitié avec les humains. Quelqu'un l'appelle de l'extérieur, et notre héros montre à la fée qu'il a déjà une nouvelle identité, expliquant que les gens font plus confiance au titre cas de longues et confuses explications. Notre protagoniste sait que seul ce village croirait un mensonge aussi mal ficelé que celui-ci. Sur ce, il remet son masque, et dit qu'à partir de maintenant, il fera de ce mensonge une réalité. Le chef lui tend alors une lettre d'introduction et demande à notre héros de bien s'occuper du jeune Pélé, et le garçon se présente comme Pélé, disant que c'est un plaisir de rencontrer sœur Eugène. Notre protagoniste pense alors qu'il va utiliser le garçon pour devenir un vrai noble, et ainsi notre héros quitte le village avec Pélé et quelques autres villageois, commençant leur voyage. Notre héros et Pélé marchent le long d'un sentier de montagne. Alors qu'il approche d'un village, Pélé lit le panneau, confirmant le nom de l'endroit. Notre héros demande si le garçon sait lire, et il répond que sa défunte mère le lui a appris. Le garçon dit que sa mère a appris à lire de l'homme qu'elle aimait, sans savoir qu'il était un noble. À ce moment-là, la fée Myrian saisit l'occasion, et lui suggère de demander au garçon de lui apprendre à lire. Notre protagoniste demande alors au garçon de lui apprendre, laissant Pélé choqué. Pélé trouve étrange qu'un chevalier ne sache pas lire, mais notre héros invente une excuse sur le champ, disant que son épée l'a maintenu en vie, et que la noblesse n'a plus d'importance pour sa famille. Sur ce, les deux continuent leur chemin côte à côte sur la route de terre, et notre protagoniste pense que, avec la confiance du garçon, il peut couvrir tous ses mensonges. La fée Myrian est impressionnée et loue les talent d'acteur incroyable de notre héros, mais l'avertit que s'il continue à mentir autant, les gens pourraient commencer à se méfier, mais à la surprise de la fée, le garçon Pélé a déjà tout cru. Ses yeux brillants, Pélé s'excuse alors, disant qu'il ne lui a pas fait confiance au début à cause de son apparence, expliquant que tout le monde au village le traitait de monstre, et qu'il a donc fini par être influencé. Le garçon dit qu'à partir de maintenant, il croira ce qu'il voit et que c'est logique qu'il ne sache pas lire, offrant d'apprendre à notre héros petit à petit pour qu'il ne soit pas embarrassé, mais alors que Pélé dire autre chose. Notre protagoniste sent un danger approcher, et soudain une flèche passe juste à côté du visage du garçon, le surprenant par son cri. Pélé tombe au sol alors que notre héros attrape la flèche avec sa main, et fait face au bandit. L'un des voleurs se plaint à la façon dont il a tiré la flèche avec l'arbalète. Les yeux écarquillés de peur, Pélé réalise qu'ils sont encerclés, et le chef des bandits sourit, disant que leurs visages effrayés font gagner beaucoup de temps. Sur ce, l'homme leur ordonne de laisser tomber leur sac et de vider toutes leurs poches. Mais avant que le voleur ne puisse finir sa phrase, notre protagoniste charge avec son épée d'œil, et d'un mouvement rapide et précis, il achève le chef du groupe sans aucune pitié. Pélé est complètement choqué de voir la vitesse et l'habileté au combat de son compagnon, voyant son frère à terre, l'un des voleurs crie de désespoir, et notre héros dit qu'ils ont fait ce qu'il a demandé, et ont été prompts à abandonner leur vie. Sur ce, le frère de l'homme se précipite sur notre héros, plein de rage,
Mais notre protagoniste esquive avec aisance et contre-attaque d'un coup rapide et précis. En un clin d'œil, il élimine le reste des voleurs sans difficulté, et le dernier, survivant est complètement terrifié, commençant à supplier pour sa vie. Notre héros lève alors son épée. Se préparant à achever le dernier ennemi une bonne fois pour toutes, et sans aucune pitié, il met fin à la vie de l'homme. Qui n'a eu aucune chance de réagir, notre protagoniste traverse victorieusement le champ de bataille jusqu'au dernier bandit, et se demande pourquoi les humains essaient toujours de voler et d'éliminer les plus faibles. Avec le regard froid, il se demande s'il est normal de blesser quelqu'un juste parce qu'il a l'air fragile, et se tourne vers Pellet, lui demandant s'il comprendra ces choses quand il apprendra à lire. Le jeune homme est en état de choc complet après la scène brutale dont il vient d'être témoin. Notre héros lui rappelle qu'il a dit qu'il croyait ce qu'il voyait de ses propres yeux, et dit qu'il ne laissera pas une seule goutte de sang toucher le. Pas question. Après un moment, le duo arrive enfin dans une grande ville, pleine de gens et de magasins. Sur un marché local, un vendeur vend des herbes rares pour 20 pièces de cuivre le paquet, et un client se plaint que la boutique au bout de la rue vend le même produit pour la moitié du prix. Pendant que Myriam profite de la ville, Pellet prévient notre héros d'être prudent lors de ses achats. Le garçon explique qu'il est déjà venu ici, avec le chef du village et sait que les marchands sont impitoyables. Et à côté d'eux, un homme se dispute avec un vendeur et exige son argent immédiatement. Mais notre protagoniste pense qu'avant de s'inquiéter d'eux, il a besoin d'argent. Sur ce, il entre dans une boutique de cuir et demande à Pellet d'attendre de un moment. Notre garçon place alors un grand morceau de cuir sur le comptoir et demande au commerçant de l'évaluer. Et l'homme reconnaît le cuir de loup noir. Surpris par la quantité qu'il a apporté, le commerçant le regarde de haut en bas et se rend compte qu'il ne semble pas être un chasseur expérimenté. Voyant ses vêtements, le marchand pense que c'est un vagabond et non un commerçant. Et avec un sourire malicieux, l'homme décide qu'il va escroquer le type et faire un énorme profit. Le commerçant dit que le cuir est endommagé et offre 18 pièces d'argent, un prix très bas. Notre héros n'aime pas du tout l'offre, ses yeux commencent à briller d'un rouge intense. D'un mouvement rapide, il s'approche de l'homme, qui est complètement pris au dépourvu par son action. Le marchand est terrifié quand il voit les yeux rouges du type et se rend compte qu'il est dans de beaux draps. Commençant à transpirer et à bégayer que le cuir de loup noir est rare et limité. Sur ce, l'homme est terrifié par l'aura de notre héros et lui demande de dire quelque chose au lieu de simplement le fixer. Essayant de cacher sa peur, le marchand rit et dit que comme c'est sa première fois ici, il sera généreux et augmentera le prix. Mais notre protagoniste laisse juste échapper un homme avec ses yeux rouges brillants, montrant qu'il n'est pas satisfait. Le commerçant se rend compte que l'offre est encore trop basse et, en désespoir de cause, augmente le prix à 25 pièces. Et désespérément, il continue d'augmenter le prix à 27, puis à 28 pièces. Notre garçon continue de le fixer et le vendeur se demande combien de plus ce type veut lui soutirer. Atteignant sa limite, l'homme offre 30 pièces d'argent et notre héros accepte enfin l'affaire. Plus tard dans la nuit, le duo campe autour d'un feu pour se reposer. Notre protagoniste, maintenant avec un nouveau masque, pense que l'écriture ressemble à un tas de vers et se souvient que Pellet lui a appris les bases et pense qu'il est encore loin de pouvoir lire ce genre d'écriture correctement. Myriam complimente ses nouveaux vêtements et notre garçon dit que pour le prix qu'il a payé, ils sont plutôt bons. Il sourit, disant que le marché a été généreux. Mais la fée demande s'il parle du vendeur, qu'il a intimidé et se souvient de la négociation, pensant qu'il aurait dû insister davantage pour acheter quelque chose de mieux. Notre héros répond qu'il a juste besoin de quelque chose pour bloquer le soleil et Myriam lui dit de profiter davantage de la vie. La fée dit que les vampires sont les plus nobles et devraient vivre dans des châteaux avec des vêtements de soie. Notre garçon demande comment elle en sait autant et la petite fée dit qu'elle vient du royaume des esprits. Myriam lui conseille d'étudier puisqu'il peut vivre 200 ans, mais notre héros avoue qu'il ne sait pas lire et demande si elle est bonne à autre chose que faire de l'eau et juste à ce moment, Pellet l'appelle soudainement. Le garçon s'approche avec un sourire étrange et demande à qui notre héros parlait et notre protagoniste ment. Disant qu'il se parlait à lui-même, s'excusant de se souvenir de quelque chose de bizarre. Myriam pense que la scène avec le lapin plutôt était trop pour le garçon qui s'est évanoui sur le coup. Notre héros dit à Pellet de s'inquiéter car il a encore de l'énergie et la nuit est longue. Le jeune homme s'enthousiasme et dit qu'il a plein de papiers, alors il apprendra à notre protagoniste à lire autant qu'il le. Et ainsi, la nuit se poursuit avec les deux étudiant ensemble autour du feu de camp et de la forêt. Notre garçon trouve ça très facile et se demande si c'est toujours comme ça, mais Pellet dit extraordinaire. Le garçon dit que cela lui a pris des mois et qu'un an est normal. Laissant notre héros surpris, notre protagoniste demande si Pellet ira bien car devenir soudainement un noble ne sera pas facile. Et le jeune homme dit que sa mère ne lui a jamais vraiment expliqué et que ça n'a pas encore fait tilt pour lui. Il admet alors qu'il ne s'attendait même pas à être bien reçu par leur Taïwan et rougit à cette pensée. Mais soudain un groupe de chevaliers armés apparaît dans l'obscurité de la nuit. Surprenant la paire, leur chef s'approche avec un sourire et dit que camper ici n'est pas une bonne idée. Sur ce, notre héros et Pellet sont en état d'alerte, surveillant les mouvements des hommes. Et l'homme note qu'ils sont de vrais mercenaires, demandant où la paire se dirige. Notre protagoniste sait que mentir ne fera qu'éveiller les soupçons, alors il décide de dire la vérité, disant qu'il se dirige vers le château de leur Taïwan, et l'homme demande à partager leur camp juste à ce moment-là. Un jeune homme blond se plaint au chef, Partak, de leur vouloir camper là, et Partak s'excuse pour le jeune homme, disant qu'il est nouveau dans le groupe et ne sait pas comment s'intégrer. Le chef se présente lui-même, et notre garçon dit qu'il est le chevalier Yan Yujun.
Laissant le jeune homme blond sous le choc, le jeune homme rit et demande comment il peut être un chevalier sans armure et sans apparence. Puis il s'approche et dit à notre héros d'être honnête, car il ne ressemble pas à un chevalier. Raven continue de le provoquer et dit qu'il n'a jamais entendu parler de Haojun de sa vie, et avec un sourire malicieux. Le jeune homme est sûr que notre protagoniste n'est qu'un imposteur. Notre héros est visiblement agacé par la situation et ses yeux brillent d'un rouge intense, pensant qu'il ne peut plus mentir, et que si le gars continue de creuser, l'histoire va changer. Avec un regard furieux, notre héros pense qu'il pourrait éliminer tous les mercenaires sur le champ, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le chef du groupe saisit l'épaule du jeune homme blond avec force. Avec un regard sérieux, Partak se contente de prononcer le nom de Raban, qui ne comprend pas la situation, et dans un mouvement rapide et inattendu, le chef assène un puissant coup de poing au visage de son compagnon. L'impact du coup est si fort que le jeune homme va en arrière et heurte violemment le sol, sans réaction. Partak s'incline alors et s'excuse pour les remues de sa recrue, laissant le jeune homme sous le choc. Notre protagoniste lui dit d'oublier, et le chef le remercie infiniment de sa clémence. Pensant que pour éviter plus de soupçons, il doit devenir un vrai chevalier bientôt. Pendant ce temps, le jeune mercenaire est toujours au sol, complètement abasourdi par le coup de poing, et sort de sa torpeur, totalement confus sur ce qui vient de se passer. Le jeune homme se lève, ne comprenant rien, et le chef le traite d'idiot pour ses actions imprudentes. Partak lui crie dessus, lui demandant s'il a envie de mourir pour faire une chose pareille, et sur ce, il gifle à nouveau le jeune homme, disant qu'il lui a sauvé la vie, car presque tout le monde aurait péri là-bas. Le chef le réprimande pour avoir jugé uniquement sur l'apparence, et ne pas voir ce qui est juste, devant lui. Révélant que la cape de notre héros est de haute qualité et renforcée de cuir spécial. Partak dit que la moins chère coûte 10 pièces d'argent, et le jeune homme est choqué, car c'est 3 fois son salaire. Le chef se souvient que notre héros lisait une lettre, et cela prouve qu'il n'est pas un gars ordinaire, et dit que le jeune homme était sur le point de dégainer son épée, et avec de la chance, seuls 2 d'entre eux auraient survécu. Avec un œil vigilant, Partak explique que pendant que Raven disait des bêtises, il observait notre héros, et a vu notre protagoniste mettre sa main droite dans sa cape, et tirer son bras gauche en arrière. Le mercenaire explique que c'est la posture de quelqu'un qui contrôle son centre de gravité pour attaquer, et s'il avait été une seconde plus tard, le coup du jeune homme aurait été de l'histoire ancienne, mais Raven rétorque que le chef aurait dû bloquer. Partak demande alors si le jeune homme a une idée de la terreur qu'inspire un vrai chevalier, lui disant qu'un chevalier reçoit une épée en bois à la naissance et passe sa vie à se spécialiser dans le combat. Ensuite, ils entrent dans des donjons et affrontent des monstres, sans peur de la mort pour acquérir de l'expérience au combat, puis ils vont sur les champs de bataille pour mériter leur titre, éliminant leurs ennemis sans pitié. Seul celui qui verse beaucoup de sang et attire l'œil des nobles est finalement nommé chevalier. Le chef dit que se faire passer pour un chevalier est un crime, et c'est un problème s'il est vrai, et pire s'il est faux, continuant que personne ne prétendrait être un chevalier, sans avoir beaucoup de confiance en son épée. Raven demande alors si cela signifie que notre héros est plus fort que lui, et Partak confirme qu'il l'est probablement. Le chef se souvient que notre héros va au château, et qu'ils se reverront en chemin. Notre garçon entend tout, et pense que le titre de chevalier a beaucoup de poids et qu'il doit se préparer, se demandant pourquoi la famille a embauché de mauvais mercenaires, s'ils avaient déjà ces gars-là. Soudain, notre protagoniste s'approche, et Rabin Panax, ne sachant pas pourquoi il s'approche, et avec un sourire, notre héros dit qu'il a entendu qu'ils se dirigent également vers le château de leur Taïwan, et comme leur destination est la même, il suggère qu'ils voyagent tous ensemble. Les mercenaires sont choqués par l'invitation, et beauté stupéfiante de notre protagoniste. Quelque temps plus tard, le groupe arrive enfin au village de Martella, un endroit très animé, et notre garçon pense que, heureusement, les hommes le croient, et qu'il sera donc capable d'obtenir des informations, mais il sait que les ennuis arrivent, et juste à ce moment la fée Marian apparaît, l'appelant dans la foule. La petite fée dit qu'elle a espionné les mercenaires, et notre héros demande si elle a découvert quelque chose d'utile. La première information est que la santé de leur Taïwan est si mauvaise qu'ils pourraient mourir d'un jour à l'autre, et elle révèle également qu'un nouveau donjon a été découvert, mais la famille ne peut pas l'explorer pour le moment. Notre protagoniste devient pensif à l'idée d'un nouveau donjon à explorer. La fée s'inquiète alors et demande ce qui arrivera. Appelez si leur Taïwan décède bientôt, mais notre héros répond froidement que ce ne sont pas ses affaires, et la fée désespère pour l'avenir du garçon. Marian craint que le garçon ne soit attaqué par ses frères, mais notre protagoniste se contente de regarder Pélé en silence. La raison pour laquelle le fils de leur Taïwan et le jeune homme est juste de voir le visage de son fils une dernière fois avant son départ. Avec un regard déterminé, notre garçon dit qu'à partir de ce moment, le destin des deux changera pour toujours après un long voyage. Le groupe atteint enfin sa destination finale, et devant eux se dresse l'imposant Château des Roses. La résidence du noble Lord Taïwan, notre protagoniste et Pélé marchent impressionnés dans les rues animées du grand château, et la fée, émerveillée, dit que notre héros doit grimper l'échelle sociale pour vivre dans un endroit comme celui-ci. Notre garçon dit à la petite fée d'arrêter de dire des bêtises et de se cacher, laissant Pélé confus. Soudain, un des gardes du château arrête le groupe et demande ce qu'ils font là. Partek se présente et dit que son groupe a été envoyé par la guilde des marchands défaillantes. Un noble blond apparaît et se présente comme Kamaratoine, le fils aîné et héritier de la famille. Le chef des mercenaires confirme que la livraison est arrivée à bon port, et le noble ordonne qu'elle soit déchargée.
Camara remarque alors notre héros qui se tient là et lui demande qui il est, et pourquoi. Il ne bouge pas. Notre protagoniste s'avance et se présente comme le chevalier Yan Yujan, surprenant le noble. Mais soudain, un homme blond en armure arrive et demande ce que fait son frère Camara. Notre protagoniste reconnaît cette voix familière, tandis que le noble est agacé par l'interruption. Le nouveau venu s'approche et dit qu'il a déjà dit à son frère de ne pas se mêler de ses affaires, poursuivant que son devoir en tant que protecteur du château est d'enquêter sur tous les étrangers. Avec des yeux blancs, notre héros pense qu'il serait impossible d'oublier cette voix. C'était le chef de l'équipe de poursuite des vampires qu'il a découvert dans sa tête, et c'est lui qui l'a intensément tourmenté avec le chevalier, Jundert, dans son passé. L'homme devant lui n'était nul autre que le redoutable chevalier, Burteltoine, l'un de ses plus grands ennemis. Burteltoine, le deuxième fils de la famille, demande ce que fait son frère ici. Et Camara répond avec sarcasme, en disant que les gens pourraient le prendre pour le véritable héritier. Avec un regard sérieux, le chevalier dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, puis Burtel se tourne vers notre protagoniste, lui demandant la permission de lui parler directement. Notre garçon lui tend une lettre et dit qu'elle a été envoyée par le chef du village de Broad Own Village, et le chevalier est surpris d'entendre le nom du village, semblant reconnaître l'endroit. Sans hésiter, Burtel prend la lettre des mains de notre héros pour en vérifier le contenu, mais Camara, le frère aîné, la prend pour lire ce qui est écrit. Il reconnaît le nom du chef du village, et à ce moment-là, Burtel regarde notre protagoniste avec méfiance. Le noble est choqué de lire que les mercenaires ont été attaqués par des loups dans la forêt, puis comprend que ce garçon est le fils illégitime que le chevalier a amené au château. Peler se présente nerveusement, et Camara l'appelle nouveau frère avec un faux sourire. Avec un regard sérieux, Burtel dit que leur père était très impatient de le voir enfin, et le chevalier ordonne à un garde d'emmener le garçon se laver et s'habiller convenablement. Tandis qu'un soldat conduit Pelé à l'intérieur, le jeune homme se retourne, complètement confus. Mais avant que Burtel ne puisse partir, notre protagoniste l'arrête d'un simple attendez, disant qu'il veut discuter de sa récompense et souhaite voir leur Taïwan personnellement. Le chevalier est furieux de la demande, et crie immédiatement que c'est impossible, expliquant que son père est malade, et offrant de l'or à notre garçon pour qu'il parte. Mais notre héros dit qu'il a traversé l'enfer pour amener leur frère à cet endroit, et avec colère. Burtel lui dit de ne plus répéter cela, car cela ne servira à rien. Le chevalier crie sur notre protagoniste, qui ne comprend pas le problème de juste le voir. Camara intervient et dit qu'il doit présenter le nouveau frère, et qu'une rencontre rapide ne fera pas de mal. Mais Burtel rétorque que son père n'est même pas réveillé pendant 1 heure, et ne peut pas voir un vagabond quelconque. Le frère aîné l'accuse de contrôler l'emploi du temps de leur père, et Burtel s'énerve de la provocation. Camara se tourne alors vers notre héros et s'excuse, disant que les choses sont compliquées, et avec un faux sourire, il lui dit au revoir, disant à notre protagoniste de rentrer chez lui en toute sécurité. Le noble se tourne alors vers Pelé et lui propose de le guider pour une visite du grand château. Notre garçon pense que, comme prévu, il n'a jamais eu l'intention de le laisser voir le seigneur, mais soudain, un homme aux cheveux roux apparaît et jette des mercenaires au sol. Le nouveau venu dit qu'il les cherchait et qu'il les a finalement trouvés là, dans la cour, révélant que ces hommes volaient les villageois au lieu de s'entraîner, c'est pourquoi il les a attrapés. Avec un regard sadique, l'homme suggère de faire un exemple de l'un d'eux. Burtel pense que même s'ils sont temporaires pour le donjon, il ne peut pas laisser passer ça, et le chevalier dit qu'il les disciplinera, suggérant qu'il parle dans un endroit plus privé. Juste à ce moment-là, Partek reconnaît l'homme, et notre protagoniste lui demande s'il le connaît. Le mercenaire confirme et révèle que l'homme est Galfredek, un chevalier prometteur qui a terminé 3e dans un tournoi. Partek dit que Galfredek a une force monstrueuse et une technique incroyable, et dans le tournoi, il a battu plus d'1 millier de concurrents. Notre garçon se demande ce qu'un gars comme ça fait ici, et le mercenaire pense que c'est à cause du nouveau donjon. L'homme explique que le premier chevalier à conquérir un donjon gagne beaucoup de renommée, car les raids sont dangereux, et continue, disant que Galfredek veut utiliser cet endroit pour obtenir un titre d'une plus grande famille. Sur ce, notre protagoniste appelle Partek et lui demande si son contrat se termine aujourd'hui, et l'homme confirme. Alors, avec un sourire en coin, notre héros lui demande s'il peut engager le mercenaire pour un nouveau travail. Le chevalier tombe sur le château, et les tours s'élèvent sous la lumière d'une grande pleine lune. Ailleurs, Burtel observe les mercenaires, et pense qu'il doit nettoyer ce donjon quoi qu'il en coûte. Se souvenant que depuis que leur père est tombé malade, son frère convoite le poste de successeur. Sur ce, il comprend que son frère a amené Galfredek pour nettoyer le donjon, et quand les gens le soutiendront. Inquiet dans son bureau, Camara réfléchit à ce qu'il doit faire, et soudain quelqu'un frappe à la porte. Un serviteur entre, et l'informe que Sœur Eugène demande à le voir, laissant le noble pensif. Il se souvient du chevalier qui a amené Péladin, sans hésiter. Il dit au serviteur de le faire entrer. Notre protagoniste entre alors dans le bureau, et Camara l'accueille, lui disant de faire comme chez lui. Le noble lui dit de ne pas s'inquiéter pour Péladin, et que son père le récompensera à son réveil, et le remercie d'avoir livré la lettre devant son frère. Comme cela l'a aidé à garder son sang-froid, le noble semble très satisfait, et notre protagoniste dit qu'il est heureux de l'entendre. Notre héros révèle alors qu'il n'avait affaire qu'au seigneur, mais qu'il a été confus par l'interférence de Burtel. Sur ce, l'expression du noble change instantanément, et il semble très intéressé par ce que notre garçon dit. On demande si notre héros voulait voir son père pour confirmer son identité, mais Eugène a une autre proposition. Avec un regard sérieux, notre protagoniste demande à être inclus dans l'escouade de subjugation du donjon, puis laisse échapper un petit rire, comme pour se moquer de la réaction du noble.
À ce moment-là, Camara ne peut pas se retenir. Et se met à rire aux éclats à la proposition qu'il vient d'entendre, disant que notre protagoniste est plus drôle. Il ne le pensait et répétant le mot. Nuit, avec sarcasme, le noble continue sur son ton moqueur. Et ne semble pas prendre au sérieux le titre de notre garçon, et mentionne les voleurs, demandant si notre héros veut rejoindre l'équipe, juste pour se faire une réputation. Notre garçon répond que pour la situation actuelle du noble, c'est une proposition sans inconvénient, expliquant que s'ils réussissent, il prendra 100 pièces d'argent et la moitié du butin. Le noble est confus, car l'offre est bonne et bien en dessous de la valeur du marché. Alors il demande s'il accepte. Avec un sourire confiant, notre héros dit que le seul qui soit pressé ici n'est pas lui, mais Camara lui-même. Camara demande ce qu'il veut, et notre héros répète sa proposition de 100 pièces d'argent et la moitié du butin. Le noble trouve l'offre suspectement bon marché, mais notre garçon le presse pour une réponse. Camara pense que les chevaliers vivent pour l'honneur et que, étant un vagabond, il cherche la gloire, pas l'argent, et puisque le jeune homme ne veut pas d'argent, le noble est sûr que la gloire est tout pour lui. De plus, se basant sur ce qu'il a entendu auparavant, le noble continue d'analyser toute la situation. Avec un sourire, notre protagoniste insiste sur le fait que ce n'est pas lui qui est pressé, mais le noble lui-même. Et Camara est complètement choqué de réaliser qu'il est tombé dans le piège de notre héros. Avec un sourire malicieux, le noble comprend que notre garçon sait exactement où appuyer pour obtenir ce qu'il veut, et pense que notre héros n'est pas comme les autres chevaliers, qui ne pensent qu'avec leurs muscles. Sur ce, le noble accepte finalement la proposition, car il n'y a aucune raison de refuser une si bonne affaire. Il tend alors la main et dit qu'il a hâte de travailler avec sœur Eugène. Notre garçon pense que les pierres magiques sont difficiles à purifier, mais que les parties de monstres sont plus rentables. À ce moment-là, Partek apparaît et lui propose de le présenter à une guilde de marchands fiables, ajoutant qu'avec cette condition, le seigneur Camara n'aurait aucune raison de refuser. Dans une autre pièce, Bertel se plaint qu'ajouter un membre maintenant est de dernière minute, et que le donjon est pas une blague, et prévient qu'un seul faux pas dans le donjon signifie la fin, car à l'intérieur on se bat où on. Gafredic dit qu'il n'acceptera pas un amateur, et que ses attentes sont faibles à cause de Camara. Et le chevalier aux cheveux rouges renforce que son frère n'a aucun lien avec les nobles locaux. Sur ce, Bertel dit à Gafredic de se plaindre à Camara, et l'homme s'énerve de la situation. Camara arrive alors, s'excusant pour le retard, et dit qu'il parlait avec son nouveau chevalier, et présente notre héros, ainsi que son groupe de mercenaires, comme nouveaux membres de l'escouade d'attaque. Bertel reconnaît notre protagoniste et se demande comment un type avec cette apparence peut être un chef. Avec un faux sourire, il dit à son frère qu'il ne peut pas accepter un vagabond aux compétences douteuses. Mais à la surprise de tous, Camara dit qu'il peut au moins se porter garant des compétences du jeune homme. Le noble dit qu'il a entendu par son nouveau frère parler des bandits qui posaient problème à la frontière, révélant que sœur Eugène les a tous éliminés seuls et que, par conséquent, ses compétences sont bonnes. Soudain, Gafredic lance une dague de toutes ses forces vers notre protagoniste pour le tester. Et notre garçon dévie l'attaque avec son épée d'un mouvement rapide, et la collision crée des étincelles. L'arme vole et heurte la porte avec une telle force qu'elle fissure le bois en deux. Gafredic esquisse alors un sourire sinistre, l'air très satisfait de ce qu'il a vu, et s'excuse pour sa grossièreté antérieure envers notre protagoniste. Il dit que la peau pâle du jeune homme le faisait ressembler à un jeune maître gâté sans expérience. Avec un sourire, le chevalier demande si notre héros veut montrer ce qu'il peut vraiment faire. Alors un duel est arrangé dans la cour du château pour tester les compétences d'Eugène, et la nouvelle se répand rapidement, et une foule se forme pour assister au combat. Tout le monde commente que Gafredic est classé 3e et est un vrai monstre, et un spectateur dit qu'il ne connaît pas l'adversaire, mais il a déjà pitié du pauvre gars. Notre protagoniste se contente de faire face au défi calmement pendant que la foule le plaint. De l'autre côté, Gafredic sourit avec enthousiasme et se prépare pour le combat avec son épée à la main. Le chevalier aux cheveux roux semble très confiant en sa victoire contre le nouveau venu, et avec un regard concentré, l'homme se prépare à montrer sa puissance à la foule. Eugène, de son côté, reste calme et sérieux, attendant que la bataille commence. Masque. Le juge lève alors la main et leur crie de se préparer pour le début du combat. En un clin d'œil, le combat est terminé, et Gafredic est au sol, vaincu et en état de choc. Avec une cloche qui sonne fort, le juge donne enfin le signal pour le début de la grande bataille. Sans perdre une seule seconde. Notre protagoniste charge à pleine force son adversaire, et les épées s'entrechoquent en un instant, créant une pluie d'étincelles dans toute la cour. Le son du métal résonne dans l'arène, tandis que les deux testent leur force dans la première attaque, force de l'impact est si grande que les deux sont projetés en arrière. Avec un sourire confiant, Gafredic appelle notre héros au combat, l'air très excité. Un rapide échange de coups commence, et les deux combattants se déplacent avec une agilité incroyable. Rabin s'excite et dit que Gênes est en train de mettre la pression sur Gafredic, mais Partek dit qu'il ne fait que le tester. Avec un air sérieux, le mercenaire chef explique que Gafredic se laisse pousser, et le chevalier aux cheveux roux esquive les attaque avec aisance, montrant son expérience. Notre héros réalise que son maniement de l'épée est plus brut que prévu, et il n'arrive pas à lire son style. Notant que ce n'est pas une technique raffinée, et que le style de combat de l'adversaire est brut et sauvage. Sur ce, notre protagoniste comprend quelque chose d'important son adversaire, et esquisse un petit sourire. Gafredic sourit et demande si notre garçon a menti en disant qu'il était un vrai chevalier, et le chevalier continue, disant qu'il ne semble pas avoir été entraîné, mais plutôt élevé dans la nature.
Notre protagoniste avance avec un coup puissant, montrant toute son agilité, mais Gafredic se défend avec un sourire et demande si notre héros a menti en disant qu'il était chevalier. Disant que le maniement de l'épée du jeune homme est maladroit, et qu'il ne compte que sur sa force physique. Eugène répond alors que le maniement de l'épée n'est pas tout pour un chevalier, et ça se voit dans leur échange de coups. Agacé par la conversation, notre garçon dit à son adversaire de la fermer et passe à l'attaque. Et le chevalier aux cheveux roux sourit, disant que si Eugène le bête, il fermera son clapet sur le champ. Sur ce, les épées s'entrechoquent à nouveau dans un duel de pure force et de vitesse, et le son de l'acier résonne dans la cour alors que des étincelles volent partout. Gafredic le pousse, mais notre héros prend appui sur le sol avec sa main, surprenant son rival. Le sol se fissure sous la force qu'il a utilisée pour se stabiliser, et se préparer pour le prochain mouvement, et le chevalier aux cheveux roux s'envoie devant la récupération rapide de son adversaire. Puis notre protagoniste bloque une autre attaque violente avec son épée, sans reculer d'un seul pas, et le choc entre les deux combattants génère une onde d'énergie qui se propage dans toute l'arène. La force du coup est si absurde que tout le sol de la commence à se briser. Dans la foule, le mercenaire blond est bouche bée, et il demande si l'adversaire a été mis KO, alors que le chevalier aux cheveux roux est encastré dans le mur. N'en croyant pas ses yeux, notre protagoniste est aussi surpris par le résultat et se demande qui est ce type, et sur ce, notre héros libère une énergie sombre et charge son adversaire. Le chevalier aux cheveux roux défend le coup avec difficulté, et est choqué par la force, et Gafredic pense, impressionné, que son adversaire apprend les choses très vite. Le sourire aux lèvres, il esquive un balayage et le combat continue intensément dans la cour. Notre protagoniste ne s'arrête pas et continue sa série d'attaques avec une grande agilité, et l'homme aux cheveux roux par un autre coup avec un sourire dément. Montrant qu'il s'amuse, les épées s'entrechoquent à nouveau, créant une explosion d'étincelles au milieu de l'arène. En un instant, les deux se déplacent en cercle, s'analysant mutuellement avant la prochaine attaque, et ils se fixent du regard avec des sourires confiants, et un regard de pure rivalité. Le combat devient plus physique et les deux commencent à s'échanger des coups au corps à corps. Sans utiliser leurs épées, le chevalier aux cheveux roux rit et se demande comment quelqu'un de plus petit que lui peut avoir autant de force brute, et notre héros admet alors que la force de Gafredic est largement supérieure à la sienne, mais le chevalier aux cheveux roux révèle qu'il ne se battait même pas encore à pleine puissance, disant qu'il a l'avantage et l'expérience, et assène un coup de poing à notre héros. Protagoniste est surpris par la posture de combat de son adversaire, et avec le coup, projeté au sol devant toute la foule. Gafredic sourit malicieusement et s'avance pour continuer l'attaque sur le jeune homme à terre. Allongé sur le sol, notre héros fait face au chevalier aux cheveux roux, qui fonce sur lui de toutes ses forces, et l'homme tente un puissant coup de pied écrasant pour mettre fin au combat une bonne fois pour toutes, mais notre protagoniste roule sur le côté et esquive l'attaque, qui fissure tout le sol d'un mouvement rapide. Il se relève et saisit le bras du chevalier pour contre-attaquer, et avec un regard déterminé, notre garçon ne lâche pas son adversaire. Préparant son prochain coup, Gafredic pense que ses mouvements ne sont pas précis, mais il a un instinct de survie, et le chevalier se demande d'où vient ce type bizarre et frénétique. À la surprise de tous, l'homme admet simplement sa défaite au milieu du duel, mais notre protagoniste ne s'arrête pas et assène un coup puissant à son adversaire quand même. Le chevalier aux cheveux roux est projeté loin par la force de l'impact et s'écrase contre un mur du château, qui se brise sous la violence du coup. Gafredic reste au sol, complètement vaincu après l'attaque finale. Le juge du combat, en état de choc, annonce que le grand vainqueur de ce combat n'était autre que le chevalier Yan Yujin, qui reste debout au milieu de la cour, complètement indemne. La foule se déchaîne et se demande qui est cet incroyablement fort et inconnu chevalier. Le mercenaire blond célèbre et crie à tout le monde que cet homme est le chevalier de leur groupe. Pendant ce temps, au sol, le chevalier aux cheveux roux essaie toujours de se remettre du coup final. Et avec un regard de pure détermination, il ne semble pas accepter la défaite si facilement. À la surprise de tous, l'homme se relève et fait face à notre protagoniste au milieu de l'arène. Avec une aura de colère, son œil brille en rouge, et il semble vouloir un autre combat. Notre protagoniste se contente de le regarder avec une expression calme, ne montrant aucune peur. Le chevalier s'approche alors et demande à notre héros de le combattre une fois de plus. Mais il lève le bras de notre garçon et demande une salve d'applaudissements pour le chevalier vainqueur. La foule entière commence à scander le nom de notre protagoniste d'une seule voix, et le noble blond est furieux, incapable de croire ce qui vient de se passer. Puis la scène change pour un banquet luxueux avec plusieurs serviteurs souriants et bien habillés. Notre protagoniste est à un somptueux banquet, entièrement préparé juste pour lui. Un majordome explique que Camara leur a ordonné de bien prendre soin de lui pour la mission du donjon. Les serviteurs ont même fermé les rideaux pour sa peau sensible et lui ont offert un verre de vin. La fée se demande s'il va avoir mal au ventre et notre héros accepte. Mais congédie les serviteurs. Le majordome est embarrassé par la demande, mais notre protagoniste insiste et lui dit de transmettre un message. Avec un air sérieux, il dit de leur faire savoir qu'il préfère être seul à cause de son passé. Le lendemain, Camara apparaît tout excité et demande à notre héros s'il a dormi bien. Notre garçon dit que oui, et le noble note qu'il a rejeté toute l'aide envoyée. Soudain, le mercenaire blond apparaît et s'incline joyeusement, disant qu'il a aimé la nouvelle. Gafredic apparaît aussi, l'appelant ami, mais notre héros lui dit d'arrêter d'être collant. Le chevalier aux cheveux roux lui demande alors s'il a bien dormi et se plaint que son visage lui a fait mal toute la nuit. Montrant son visage meurtri et notre protagoniste se demande si le type veut une autre raclée.
L'homme l'invite à s'entraîner et l'un des mercenaires demande même s'il peut regarder de près. Eugène pense que le résultat était bon, mais il n'est toujours pas habitué à avoir autant de gens sur son dos. Notre héros dit qu'il veut se faire battre à nouveau, mais Gafredic répond qu'ils ne le sauront qu'en se battant. Soudain, un jeune homme aux cheveux bruns apparaît avec un sourire sur son visage et regarde le groupe et appelle notre héros par son nom. Laissant tous les mercenaires confus, puis le jeune homme demande si notre protagoniste s'est bien porté pendant tout ce temps. La scène change et nous voyons quelqu'un implorer pour sa vie, dans une pièce sombre et lugubre. Juste à ce moment, un cri de pure terreur résonne dans l'endroit alors qu'une ombre est projetée sur le mur, et un homme est au sol, complètement battu. Pendant qu'un autre dit « Rien de tout cela ne serait arrivé ». Burtel dit que si le fils bâtard avait été éliminé, le chevalier aux yeux rouges ne serait pas là, et avec un regard furieux, il crie que si cela s'était produit, son plan n'aurait pas mal tourné. L'homme s'excuse, mais Burtel se moque, disant que les mercenaires ont été vaincus par des loups, et crie que l'homme ne l'a pas remarqué. Demandant si ces yeux ne sont que pour la décoration, avec un regard froid, le noble blond dit que si l'homme n'est pas bon pour ça, il est inutile, et dit que se débarrasser de lui ne sera pas un problème, le menaçant avec une dague aiguisée. L'homme pousse un cri de douleur tandis que les autres serviteurs regardent la scène, terrifiés. Avec le sol tout taché, le noble se demande ce qu'il devrait faire à partir de maintenant, et pense qu'il ne peut pas simplement éliminer quelqu'un qui a déjà réussi à entrer dans le château. Soudain, Burtel a une idée brillante pour se débarrasser de notre héros une bonne fois pour toutes. Pensant que c'est le seul moyen, et qu'avec cette méthode, le désordre sera facile à nettoyer. Puis la scène nous montre le jeune Pélé au sol. Mais avec un regard très déterminé, notre protagoniste demande si Burtel l'a envoyé dans le donjon qui est sur le point de s'ouvrir, et Pélé dit qu'il est venu au château pour périr, et maintenant on l'envoie vers le donjon. Il se souvient que les mercenaires qui l'ont attaqué ont été envoyés par l'un de ses frères. Et notre héros révèle qu'ils n'ont jamais voulu que le garçon atteigne le château vivant. Mais il dit qu'il y a un moyen pour le jeune Pélé de survivre à tout ça, et avec ça, notre protagoniste lui offre la chance de devenir son serviteur pour vivre. Notre héros explique que le garçon a 16 ans, choisir son propre chemin. Il peut soit rester caché en attendant la fin, soit se battre de toutes ses forces, jusqu'à la dernière seconde. Le jour de l'ouverture du donjon, personne ne sait quel genre de monstres apparaîtront. Le but est de dégager un chemin, et si un monstre puissant apparaît, le plan est de battre en retraite, immédiatement. L'un des porteurs est soulagé de ne pas avoir à se battre et de voir tout ce bazar de près, et prévoit de faire semblant d'être blessé. Comme personne ne se soucie des gars à l'arrière, l'un des porteurs dit que s'il y a du danger, ils peuvent fuir, mais soudain Burtel apparaît pour demander des nouvelles de Pélé. Le porteur est terrifié, et le noble blond répète avec colère qu'il a affecté le fils illégitime à ce poste. Effrayé, l'homme pointe du doigt et demande s'il parle de ce garçon qui parle à notre héros. Pélé tend un cas à Eugena, lui souhaitant un bon retour, et le jeune homme l'accepte. Le noble blond est furieux et traite le jeune homme d'enfant mal élevé qui s'est faufilé dans le groupe comme un rat. Puis il s'approche en criant le nom de Pélé, et dit que le garçon ne faisait que cela couler douce. D'un air agacé, Burtel lui demande s'il a déjà oublié ce qu'on lui a dit et lui ordonne de prendre son sac et de se rendre à son poste. Le jeune homme est effrayé par elle. Ordre et commence à bouger pour obéir, et Burtel crie sur le garçon, lui demandant si ses oreilles sont déjà défaillantes. À ce moment, notre protagoniste fait face au noble blond avec un regard sérieux et provocateur. Le noble saisit alors Pélé avec force et lui crie de retourner à sa place, mais notre héros lui attrape fermement la main. D'une voix froide, il lui dit d'enlever sa main du garçon. Le noble est choqué et en colère, réalisant qu'il vient d'entendre quelque chose de ridicule de la part d'une simple nuit. Et notre protagoniste demande s'il est fou d'envoyer un gamin qui ne s'est jamais battu dans le donjon. Burtel le traite d'impoli et dit qu'il veut juste renforcer son frère, mais notre héros se prépare à une attaque, et Burtel dit à notre héros de connaître sa place, disant qu'il n'a pas le droit de diriger le garçon. Mais notre protagoniste fait un pas en avant, et dit que c'est le noble qui ne connaît pas sa place. Révélant que le jeune homme est devenu son serviteur la veille, laissant le noble choqué. Pélé lui-même est complètement surpris par la révélation et ne comprend rien. Notre héros dit que tout le monde est témoin de ce qui vient de se passer, et prévient que si quelqu'un pose un doigt sur le jeune homme, il le considérera comme un défi personnel. Eugène se met face à Burtel et l'invite à une bagarre s'il veut s'échauffer. Le noble blond est furieux de cette audace et demande qui a donné la permission pour ça. Galfredic dit que prendre le fils d'une autre famille entravera l'avenir du garçon. L'un des commentaires de la nuit est que le duel entre notre héros et Galfredic était incroyable. Et un autre homme rit, disant qu'il faudrait une seconde vie pour atteindre ce niveau. Camara apparaît et dit qu'il confierait aussi son jeune frère à sœur Eugène, et le noble ajoute que le jeune homme est déjà un adulte, et peut choisir son propre chemin. Notre héros pense que Pélé est la proie, et que survivre n'est pas facile pour les faibles, concluant que s'il ne peut pas devenir fort, le seul moyen est de rejoindre une meute. Camara invite alors Pélé à voir ses quartiers. Pourquoi notre héros pense à la méthode de survie des plus faibles. Un éclaireur s'approche et rapporte qu'il n'y a pas de monstre à proximité et que rien ne s'est échappé par les tunnels. Le rapport en main, l'homme autorise l'ouverture, et notre protagoniste se prépare à entrer. Avec un bruit sourd, l'énorme porte de pierre du donjon commence enfin à s'ouvrir, et le chevalier aux cheveux roux regarde sérieusement les soldats, avertissant chacun de survivre par ses propres moyens. L'homme, y compris le jeune Pélé, se prépare au combat avec des expressions tendues, puis notre protagoniste et Galfredic mènent la charge dans le donjon sombre.
Dehors, Camara dit au revoir à Pélé tandis que le garçon souhaite bonne chance à notre héros. À l'intérieur de la grotte sombre et froide, le groupe avance prudemment dans un tunnel étroit. Soudain, une horde de gobelins apparaît de nulle part et attaque l'un des soldats, qui hurle de désespoir. L'homme continue de crier pour sa vie, mais Galfredic arrive et élimine les monstres en un clin d'œil. Le soldat a du mal à croire qu'il a survécu, mais le chevalier aux cheveux rouges, le choisit, les traitant tous d'idiots, et avec un visage plein de colère. Il crie sur les soldats, leur demandant s'ils ne peuvent même pas tenir la formation. Le chevalier remet alors l'homme en place, et dit à tout le monde de se ressaisir, puis ordonne aux archers du pêcheur de défendre le plafond des gobelins. Le chevalier aux cheveux roux crie de ne pas laisser les monstres briser leur formation. L'un des soldats désespère et pense que c'était fou de se porter volontaire pour cette mission, et terrifié. L'homme décide qu'il doit s'enfuir d'ici aussi vite que possible. Mais alors qu'il se tourne pour fuir, il se retrouve face à un groupe de gobelins, souriant dans l'obscurité, et sans aucun endroit où courir. Le soldat pousse un cri de terreur alors qu'il est attaqué. Notre héros apparaît alors et le traite d'imbécile, lui demandant s'il pensait qu'il n'y aurait pas de monstre en chemin. Le chevalier aux cheveux roux le saisit fermement, et crie que l'option la plus sûre est qu'ils restent tous ensemble, et ordonne à tout le monde de lever leurs épées, et de tenir leur position à tout prix. Au milieu de la bataille, le soldat crie, désespérément alors que les gobelins continuent de charger. L'homme aux cheveux roux trouve l'état du soldat pathétique, et se demande comment ils vont conquérir le donjon. L'un des hommes avertit que les monstres arrivent à nouveau en horde par l'avant, et soudain un autre soldat crie que d'autres créatures arrivent par l'arrière. Notre protagoniste s'avance alors et dit qu'il s'occupera des monstres arrière. Le chevalier aux cheveux roux essaie de l'arrêter, disant que c'est trop dangereux d'aller à l'arrière seul. Mais notre héros n'écoute pas et avance avec détermination pour affronter les monstres. Dans l'obscurité du donjon, des bruits de bataille résonnent. Gardant le chevalier aux cheveux roux en alerte, soudain tout tombe, silencieux, et l'homme se retourne, complètement choqué. Notre héros utilise alors une capacité sombre qui crée un vortex sur le sol de la grotte. Et avec ça, l'un des gobelins tombe sans vie au sol après l'attaque surprise. Le chevalier aux cheveux roux crie alors à Partec de suivre notre protagoniste, et de couvrir ses arrières. Et l'homme est stupéfait de la vitesse à laquelle notre héros a avancé seul dans la grotte. Il n'en revient pas de l'agilité du jeune homme, une efficacité en plein combat. Eugène alors revient et dit qu'il les a tous finis, et a trouvé une plante étrange en chemin. Le rouge, le chevalier rit et pense qu'il ne connaît même pas une herbe lumineuse commune. Il a une incroyable compétence, mais la main de la planète s'était déjà flétrie. Après la bataille, plusieurs soldats sont blessés, et reçoivent des soins médicaux. Pélé s'approche et rapporte que la collecte de pierres de mana a été achevée avec succès, et notre protagoniste se plaint qu'il y a trop peu de pierres pour le nombre de monstres qu'ils ont vaincus. Il remarque alors que, contrairement à la pierre qu'il a absorbée auparavant, celles-ci sont toutes bleues et petites. La fée Myriade apparaît et explique que la qualité de la pierre est proportionnelle à la puissance du monstre. Pélé pose des questions sur les pierres des monstres sauvages, et la fée explique que le Gator était spécial, ajoutant que les monstres comme celui-ci sont rares et se vantent d'avoir volé son territoire. Notre héros pense qu'il a eu de la chance, tandis que la fée dit que venir ici pour impressionner les nobles est inutile. Mais la petite fée dit qu'il pourrait y avoir des monstres de haut rang, et à ce moment-là, notre garçon ressent quelque chose d'étrange. Le chevalier aux cheveux roux se plaint que la pause est terminée, et dit à tout le monde de se préparer. Traitant les soldats de faibles et avertissant que lui et Eugène mèneront l'attaque, notre protagoniste pense que c'est une corvée de diriger pour sa première fois. Et le rouquin lui dit de faire plus d'efforts. Et puis le chevalier aux cheveux roux sent que les prochains ennemis sont beaucoup plus forts. Ils préviennent que plus loin, des monstres puissants utilisent des gobelins comme soldats, ce qui signifie qu'ils affronteront au moins des créatures de rang moyen. Les soldats deviennent nerveux, parce qu'après ça, c'est le centre du donjon et le danger augmente, et notre héros est sûr qu'un monstre de haut rang les attend dans les profondeurs. Dans un flashback, notre garçon se souvient avoir mangé la pierre rouge du maître des marais, et avec ça, il se souvient avoir acquis une capacité très significative, après ce jour. Curieux, il se demande s'il gagnera un nouveau pouvoir s'il consomme une autre pierre comme ça. Notre protagoniste détecte plus de 50 pas à 100 mètres et 3 plus lourds derrière. Le chevalier aux cheveux roux est impressionné par la capacité de détection du jeune homme et pousse un haut, puis Galfredic lui tend sa lance, demandant si notre héros veut la lancer. D'un mouvement rapide, notre protagoniste se prépare à lancer l'arme de toutes ses forces, et la lance vole comme un éclair de lumière rouge, fendant l'air en direction des monstres. L'attaque frappe le sol de la grotte en plein dans le mille, provoquant une explosion et éliminant plusieurs ennemis. Avec l'ouverture créée, le rouge, le chevalier aux cheveux ordonne à toutes ses troupes d'avancer, et crie aux soldats de suivre, et de soutenir les chefs au front. Pendant ce temps, notre héros est déjà au milieu du chaos, coupant sans pitié un monstre géant. Un soldat se demande si Eugène les attire dans un piège avec sa vitesse. Et en un clin d'œil, notre protagoniste porte un coup précis, droit dans l'œil d'une autre créature. La tête du monstre est transpercée alors que notre héros poursuit son attaque implacable, et en un mouvement de mâchoire, il achève la créature géante en lui coupant la tête. Il ne s'arrête pas et se tourne déjà pour se défendre contre l'attaque d'un autre monstre émerge, et sans hésitation, il achève un autre ennemi d'un violent coup de poing dans la poitrine. Le visage couvert de sang, notre héros ressemble à une bête sauvage au milieu de la bataille, et ce jour-là,
les soldats ont gravé dans mémoire l'image de la nuit qu'ils admiraient tant. Puis il avance et attrape l'un des monstres géants. Sa main couverte d'une aura noire, et avec une force absurde, il tient la créature sans aucune difficulté. Son maniement de l'épée était élégant et juste avec une noblesse qui n'a jamais faibli, mais son style de combat ne ressemblait à rien de ce que les chevaliers connaissaient. En fait, c'était loin de leur admiration. C'était quelque chose de plus brutal et de plus terrifiant. Après le massacre, notre protagoniste se tient couvert de sang au milieu des ennemis tombés. Après la bataille, le groupe s'arrête enfin pour se reposer, dans un camp de fortune. Plusieurs soldats sont blessés et le sol est couvert de corps de monstres, partout. Le chevalier aux cheveux roux remarque que la plupart des troupes ont perdu la force de continuer, et comprend que ce n'est pas de la fatigue physique, mais mentale. Après tout ce qu'ils ont vu. Avec ça, l'homme aux cheveux roux pense qu'il est impossible de continuer à avancer avec le groupe, et puis, s'approche, disant qu'ils ont déjà atteint leurs objectifs et demandant s'ils peuvent repartir, mais notre protagoniste dit que son énergie est intacte, et ce serait dommage de faire demi-tour maintenant. Et Eugène dit que s'ils veulent rentrer, ils le peuvent, et le chevalier aux cheveux roux crie qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer. Notre protagoniste marche alors sur un monstre tombé et prend une décision importante, disant à Galfrenic de faire sortir le groupe principal du donjon. Laissant l'homme sous le choc, Eugène annonce qu'il continuera l'exploration avec seulement ses mercenaires de confiance. Le chevalier aux cheveux roux réalise qu'il a remarqué la fatigue des soldats, et a fait preuve de considération, et avec ça, Galfrenic pense que ce type lui fait repenser le vrai sens d'être un chevalier. Alors notre héros et son petit groupe avancent, à travers un couloir sombre plein de toiles d'araignée, et le mercenaire blond frissonne de peur, se plaignant qu'il ne voulait pas être là. Il essaie de se calmer en pensant que si quelque chose tourne mal, notre héros s'en occupera. Mais soudain, le jeune homme trébuche et tombe lourdement sur le sol de pierre de la grotte, et il regarde sur le côté, voyant quelque chose de terrifiant qui le laisse complètement paralysé. Au sol, il y avait une araignée géante écrasée, et le jeune homme se demande s'il y en a d'autres dans le coin. Soudain, le groupe est entouré par un essaim d'araignées géantes, aux yeux rouges. C'étaient des araignées des cavernes géantes, un monstre qui fait fondre ses proies avec un venin acide. Et le mercenaire blond pousse un cri de terreur alors que les créatures lui sautent dessus. Party crie qu'il y a trop d'ennemis et qu'ils doivent se replier, mais notre héros remet en question l'idée. Et sans réfléchir une seconde, il charge avec son épée contre l'essaim d'araignées. Avec ses yeux brillants de rouge, il dit que ce nombre de monstres n'est pas un problème du tout. Le mercenaire blond crie qu'ils doivent rejoindre Eugène, tandis que Partek est déjà au cœur du combat. La bataille s'intensifie, et notre protagoniste avance, tranchant les créatures avec aisance. Soudain, le jeune homme blond est entouré d'araignées et se met à crier désespérément à l'aide, et l'une des créatures géantes se prépare à attaquer le jeune homme, paralysé par la peur. Mais notre héros apparaît, en un clin d'œil, et coupe l'araignée en deux. Sauvant le mercenaire, le jeune homme est en choc total, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Avec un regard sérieux et des yeux rouges, notre protagoniste fait face au jeune homme encore paralysé, puis le pousse simplement sur le côté. Pour le mettre hors de portée des autres araignées, notre héros retourne alors à la bataille et commence à achever le reste des créatures. Le jeune homme se demande s'il est un monstre et suggère qu'il fasse demi-tour, car ils ont assez fait, et essaie d'attirer l'attention de Partek, qui semble l'ignorer, concentré sur le combat. Le chef des mercenaires reste là, observant silencieusement la scène, stupéfait par la puissance dont il a été témoin. Et Partek pense, choqué, qu'il a trouvé son supérieur. Un monstre de rang supérieur et n'était pas préparé. Il reconnaît la taille absurde et réalise qu'il s'agit d'une araignée des cavernes géantes de rang supérieur. Ah, Seigneur, une créature puissante qui commande les autres monstres du donjon. L'araignée géante ouvre sa bouche terrifiante, montrant des crocs acérés dans une langue fourchue. Le mercenaire blond panique, leur crie de reculer, car ils n'ont aucune chance contre le Seigneur. Alors notre protagoniste appelle Partek, et le mercenaire blond avec un regard sérieux, et leur ordonne de battre en retraite immédiatement, disant avec un regard déterminé que cette proie est la sienne. Partek comprend l'ordre et ressent une sensation étrange, comme si le contrôle de son corps lui avait été volé, sentant tous ses nerfs crier pour fuir cet endroit le plus vite possible. La Fémérian se moque, disant que leurs instincts succombent à la différence de classe avec son maître, et confirme que le seigneur araignée est encore plus fort que le maître des échanges. Notre protagoniste comprend que la manistone du monstre sera également beaucoup plus grande et plus puissante. La créature géante ouvre alors sa bouche dans un cri terrifiant, se préparant à attaquer, avec un sourire confiant. Notre héros dit que plus le coffre est dur, plus le trésor est excitant. Soudainement, une petite araignée descend sur un fil de toile vers une tasse dans une pièce, et saute pour se défendre. Mais notre héros la coupe en deux d'une attaque rapide. D'un geste, il montre sa nouvelle capacité, qui crée un fil d'énergie à partir de ses doigts. La deuxième capacité qu'il a acquise est le pouvoir de camoufler sa peau et son apparence, et avec le camouflage, il peut créer une peau humaine parfaite, et ce de la lumière du soleil. Il protège sa peau avec la première capacité et la recouvre avec la seconde, pour pouvoir marcher pendant la journée, et maintenant il n'a plus à s'inquiéter d'éviter la lumière du soleil. Il peut même enlever son masque. Dans une cour, le chevalier aux cheveux roux et le mercenaire blond s'entraînent. Pendant que les autres boivent à un banquet, une femme demande pourquoi il frappe un si beau visage depuis si longtemps. Et une autre femme complimente sa beauté, et une troisième dit qu'elle a entendu dire qu'il a vaincu une araignée géante. La Fémérian profite de l'attention et lui demande de raconter une histoire à son héros.
L'une des jeunes femmes complimente son apparence et demande s'il a d'autres ancêtres dans sa famille. Notre héros pense que la situation s'est encore compliquée avec toute cette attention, mais soudain, il a une idée, et réalise que tout cela a enfin un sens. Gafritic pense qu'il n'est pas étonnant qu'il ait eu des yeux si perçants dans l'obscurité, et se souvient de ses mouvements agiles, et de la force surhumaine qu'il a utilisée pour lancer la lance. Notre héros pense, avec un regard sérieux, qu'il savait déjà que le chevalier aux cheveux roux n'était pas un humain ordinaire. Gafritic s'excite et crie qu'il n'aurait jamais imaginé que le protagoniste avait du sang d'elfe, mais se demande comment le jeune homme a réussi à cacher son apparence si longtemps avec un sourire en coin. Notre héros commence à inventer une excuse pour tromper le chevalier, et dit, avec une expression séduisante qu'il n'a jamais essayé de cacher son apparence exprès. Les femmes à table et même le mercenaire blond est complètement charmé par la réponse. Le chevalier aux cheveux roux commente qu'il dit ça sans même changer d'expression, laissant la jeune femme soupirer. Notre protagoniste pense qu'il peut maintenant utiliser l'excuse de l'ancêtre elfe. Chaque fois qu'il devienne méfiant, et se souvient que ce qu'il a gagné de la pierre magique n'était pas seulement une nouvelle capacité, car le tatouage a disparu, des souvenirs qu'il n'avait jamais vus auparavant ont fait surface dans son esprit. Il s'est vu allongé dans un endroit inconnu, tandis que des mains douces tenaient les siennes avec affection, et dans un endroit étrange plein de sonneries, de cloches, tout le monde le regardait attentivement. Il se demande qui était la femme dans ses souvenirs, mais ensuite il se demande s'il s'agissait même de souvenirs. Le jeune homme, qui ne se souvient pas de son passé, ne peut se souvenir que d'une seule chose. Soudain, une voix l'appelle Sœur Eugène, et il sort de ses pensées, surpris. Le mercenaire blond apparaît de nulle part, et supplie notre héros de le sauver de Gafritic. Le chevalier aux cheveux roux le serre fort, et se plaint qu'il était un poids mort pour notre protagoniste. Et le jeune homme crie que c'est parce que notre héros n'est pas humain, et que n'importe quelle personne normale aurait fui. Gafritic se met en colère et dit qu'il va le soumettre à un entraînement spécial pendant un bon bout de temps. Notre protagoniste pense que la seule chose dont il se souvient est son nom, mais maintenant il a une prémonition. Fermant les yeux et se concentrant sur ses pensées, tandis que la fête continue en arrière-plan. Il croit que s'il efface les tatouages, il pourra découvrir qui il était vraiment dans le passé, et non quelque chose de faux comme un chevalier ou quelqu'un avec du sang d'elfe qui coule dans ses veines. Dans une pièce, Lord Taiwan reçoit la nouvelle que le donjon a été subjugé avec succès. Un jeune homme se présente comme Créma. Le troisième fils de Gafritic, laissant notre héros surpris, puis notre protagoniste s'incline, et le seigneur dit qu'il a dû avoir un travail très difficile. D'un geste, l'homme demande qu'on livre quelque chose d'important à notre héros. C'était un document, pour vérifier son statut, ce qui garantira sa position en tant que membre de la famille de Haogen. La fée, Marianne célèbre, et notre héros le remercie pour le cadeau qu'il vient de recevoir. Soudain, Lord Taiwan se met à tousser fortement, et Bertel crie de désespoir pour son père. Le seigneur dit qu'il ne peut pas reposer en paix avec les ambitions de son deuxième frère. Camara lui assure alors qu'il dirigera le territoire que son père a ceint toute sa vie, mais le vieux noble dit que le territoire n'est que poussière, et qu'il doit se souvenir de quelque chose, et continue. Disant que le seigneur doit toujours s'occuper et diriger les gens, pas les terres. Sur ce, la main de Lord Taiwan devient molle, et il quitte enfin ce monde. Notre protagoniste pense qu'il ne sait pas comment était le seigneur, mais beaucoup de gens pleurent sa mort, et continuent de regarder la scène matinale de loin. À côté du chevalier aux cheveux roux, mais tout le monde n'y partage pas les mêmes sentiments, comme Bertel, qui semble assez agacé. Gafritic dit au revoir, car il doit partir, et Camara dit qu'il comprend ses engagements. Puis, le chevalier aux cheveux roux demande si notre héros va vraiment rester là, au château, et Eugène révèle qu'il veut aller au donjon une fois de plus. Comme ce serait un gaspillage de ne pas le faire, l'homme se lamente et dit qu'un certain comte l'aurait beaucoup apprécié. Puis tend la main à notre protagoniste, qui est un peu confus par le geste. Gafritic sourit et dit que c'était un honneur de rivaliser avec un chevalier aussi fort que lui. Notre héros lui serre la main, et le rouquin dit qu'il espère ne pas le rencontrer en tant qu'ennemi la prochaine fois. Les deux se serrent la main et, un geste de respect et de rivalité, scellant un pacte silencieux. Le mercenaire blond souhaite à Gafritic un bon voyage, et notre héros dit à Partec de se préparer à partir. Pelot est confus et demande ce que le chevalier qu'il écrivait. L'une des mercenaires explique avec un geste que les chevaliers montent habituellement des chevaux. Partec révèle qu'ils vont à la compagnie commerciale pour vendre les objets des monstres, et Pelot s'enthousiasme, disant qu'il aidera avec diligence, mais notre héros remet en question le mot. Aidé avec un regard sérieux, notre protagoniste dit qu'il n'aura pas besoin de son aide pendant un long temps. Et le jeune homme est choqué, demandant ce qu'il veut dire par ces mots. Dans un port animé, Pelot est confus tandis que les ouvriers crient des ordres autour de lui, et se demandent pourquoi il porte des boîtes dans un endroit inconnu au lieu d'aider. La scène nous emmène à Marin, la plus grande ville commerciale du royaume de Calais, avec un grand port. Les mouettes volent au-dessus de la mer Bleue alors que les navires et les gens remplissent le port de vie. Un marchand est choqué et demande si tout ce butin a été apporté par un seul chevalier. Le mercenaire blond se vante, et un homme reconnaît le nom du donjon sur le territoire de Tiwa. Et le mercenaire blond dit à l'un des marchands de ne pas toucher aux objets sans précaution. Pelot regarde le ciel et pense à ce qui se passe alors que le soleil brille de mille feux, pensant que les négociations de notre protagoniste prennent un certain temps. À l'intérieur du bâtiment, notre héros est assis dans une salle de réunion, en attendant le résultat.
Un homme nommé Bill Moore de la Féline Compagnie assure qu'il s'occupera de tout, et notre protagoniste pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Partek lui présente une si grande entreprise, continuant à penser que ce sera très utile pour quelqu'un sans relation. Soudain, la porte de la pièce s'ouvre avec un grand bruit et quelqu'un entre, avec des lunettes et un costume élégant apparaît. Demandant qui est ce Sir Eugène, notre protagoniste le regarde simplement, avec un regard sérieux. Tandis que Partek est en alerte, le chef des mercenaires prévient que la situation pourrait devenir très difficile à partir de maintenant, et explique que l'homme est le secrétaire de la société. Vice-gérant et a beaucoup de pouvoir, Partek est sûr qu'ils sont venus pour essayer d'acheter le butin à un prix inférieur. Et notre héros pense que s'il veut un partenaire stable, il doit agir avec beaucoup de prudence. Bill Moore tente de discuter, mais le secrétaire lui dit de s'écarter et de ne pas défier quelqu'un qu'il ne peut pas battre. Alors l'homme aux lunettes se retourne et dit que les rumeurs à son sujet se sont répandues depuis le port. Le secrétaire dit que ce ne sont que des rumeurs pour gonfler la valeur du produit, une stratégie de débutant, et invite notre héros à l'accompagner et à signer un contrat spécial avec le vice-directeur, mais soudain l'homme avec des lunettes sent une pression étrange et commence à transpirer. Notre protagoniste le fixe avec ses yeux rouges brillants, et la secrétaire se demande quelle est cette pression. Tentant de cacher sa peur, il se présente comme Graal, et dit que c'est une excellente occasion. Et notre héros demande de quel genre d'opportunité dont il parle. Avec une expression sérieuse, l'homme explique que c'est la chance de vendre le butin à des conditions bien meilleures. Notre protagoniste continue d'insister et demande ce qu'il entend par là. Meilleur terme. Gris bégaye et dit que le vice-directeur lui-même s'occuperait de tout personnellement. Terrifié, l'homme s'excuse, disant qu'il n'a jamais voulu lui manquer de respect. Il dit alors au revoir et sort de la pièce en courant, complètement terrifié par la situation. Bill Moore est ému et remercie notre héros d'avoir refusé le contrat pour son bien, promettant un soutien total et disant que si notre protagoniste a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à demander. Le marchand s'enthousiasme et demande quand le processus de négociation peut commencer, et notre héros se lève et avec un regard sérieux, lui dit de sortir pour qu'il puisse commencer maintenant. Gris dit au vice-président que son offre a été rejetée, et que les rumeurs étaient vraies. Et la femme dit qu'il est courant que les chevaliers causent des problèmes, à cause de leur honneur, avec un sourire malicieux. Sourire. Elle dit qu'ils devraient créer des problèmes à leur manière, avec leur pouvoir, et continue, en disant que l'adversaire est un pauvre chevalier qui n'a même pas de monture. Puis la femme aux cheveux orange leur ordonne de lui faire un cadeau, il ne peut pas refuser. Pélède est choqué et demande si notre héros veut qu'il reste vendre le butin. Notre protagoniste confirme et lui dit de vendre tous les objets qu'il apporte au marchand. Le jeune homme ne comprend pas et demande pourquoi il doit encore rester en arrière, et se demande si ses compétences sont encore insuffisantes, proposant de s'entraîner davantage. Notre héros demande alors quel est le vrai rôle d'un écuyer, laissant le jeune homme pensif, et Pélède répond que c'est pour aider son chevalier au combat. Et dans la vie de tous les jours, avec ça, notre protagoniste explique que son devoir d'écuyer est de l'assister sa vie quotidienne, et continue, en disant que sa mission est de vendre le butin des batailles pour gagner de l'argent. Notre héros lui dit de discuter des détails avec Bill Moore, qui lui apprendra beaucoup sur les affaires. Le jeune homme pense alors que sans notre protagoniste, il serait déjà parti. Et d'un regard déterminé, il pense que se plaindre serait une honte pour lui-même. Notre protagoniste promet qu'un jour il lui apprendra à se battre quand ils auront assez d'argent. Et le jeune homme est choqué par la promesse, mais ses yeux brillent d'espoir, avec un sourire à la main, sur sa poitrine. Il semble déterminé à accomplir sa mission, et Pélède déclare qu'il obéira aux ordres de son chevalier de toutes ses forces. Notre héros et son groupe disent au revoir à Bill Moore, Pélède, partant pour leur prochain voyage, marchant à travers la ville. Notre protagoniste se demande si l'argent s'épuise toujours aussi vite. La fée Myriade profane, et Pardak dit qu'il récupère l'argent. Notre héros s'arrête alors, et un coup magique apparaît à côté de lui, attirant leur attention. 9 et devant eux, une armure de plaques complète et brillante apparaît. Comme par magie. Pardak dit que cette armure est le rêve de tout chevalier, mais notre héros pense juste qu'elle est chère, expliquant que c'est un article si coûteux que même les chevaliers riches le transmettent de génération. Soudain, le mercenaire blond arrive en courant et en criant désespérément pour le capitaine. Et avec une expression paniquée, il révèle qu'une horde de monstres est apparue dans la banlieue. Il continue, en disant que les monstres essaient d'entrer dans la ville, et que les guildes peuvent à peine les contenir. Pardak dit qu'il est préférable que notre héros se joigne à la subjugation, mais il demande pourquoi il le devrait. Alors le mercenaire blond accourt et commence à expliquer la raison avec une grande excitation, criant que contrairement à un donjon avec un propriétaire, celui-ci n'a ni frais ni mérite en tant que ville de marchand, avec ses yeux brillants. Le jeune homme ajoute qu'ils vont gagner une tonne d'argent. Notre protagoniste est d'accord et, d'un air sérieux, leur dit d'y aller, car il n'y a aucune raison d'hésiter. Mais soudain une voix crie de les attendre, et le groupe se retourne, confus. C'était le secrétaire Graal, à bout de souffle et appuyé sur un cheval, laissant tout le monde confus, et l'homme aux lunettes se présente, révélant que le vice-directeur a envoyé un cheval de guerre en cadeau. L'animal est magnifique avec une fourrure noire et soyeuse, des muscles divins et un pédigré certifié. Notre héros est méfiant et demande si le vice-président a vraiment envoyé ce cadeau. Graal se recroqueville sous le regard intimidant et bégaye, disant que ce n'est pour aucune raison particulière. Mais notre protagoniste continue de fixer l'homme avec une expression sérieuse et méfiante. Terrifié, le secrétaire insiste sur le fait que c'est juste un petit geste de bonne volonté de sa part, avec Eugène monte simplement sur le cheval et dit à l'homme d'envoyer ses remerciements. La fée célèbre alors.
et leur dit d'aller ramasser de l'argent dans cette bataille. Le mercenaire blond demande ce qu'ils vont faire maintenant, et Parex crie avec colère au jeune homme. Avec colère, le chef des mercenaires dit à tout le monde de courir pour rattraper notre héros. Gréal observe simplement le groupe courir vers le combat avec une expression sérieuse. Pendant ce temps, dans la forêt, un groupe de gobelins est rassemblé en alerte. Soudain, les créatures entendent un bruit étrange et sont confuses au milieu des bois. Le son était celui du cheval de guerre galopant à grande vitesse à travers la forêt dense, et notre protagoniste passe comme un éclair, coupant l'un des gobelins en deux sans même regarder en arrière. La fée dit que la horde est immense, et Eugène pense que les membres de la guilde doivent déjà être finis, avec un regard déterminé. Notre héros dit simplement que c'est parfait pour ses plans, et continue sa route, révélant qu'il n'aime pas du tout partager son butin. La vitesse est si grande que les feuilles des arbres volent partout. Le cheval de guerre court sans s'arrêter, écrasant tout sur son passage, et le soleil brille à travers les feuilles des arbres alors qu'il avance dans la forêt. Les rênes en main, notre protagoniste se concentre pour arriver au combat le plus vite possible. La scène nous montre alors un combat intense entre plusieurs aventuriers et une horde de monstres. Une chevalière blonde crie aux monstres qu'ils ne la passeront jamais à moins de la vaincre. Sur ce, les gobelins chargent la jeune fille, les yeux brillants, son cheval prend peur et finit par jeter la chevalière au sol dans la panique, puis l'animal s'enfuit désespérément, laissant la jeune femme seule derrière lui. Au sol, la femme se présente comme Madrika et jure au nom de la ville de Marin, mais soudain elle lève les yeux, et est choquée d'être encerclée par les monstres. Les gobelins sont aussi confus et lèvent les yeux, ne comprenant pas ce qui se passe. La chevalière crie alors de terreur et commence à supplier pour sa vie, et d'un coup désespérée. La jeune femme attaque l'une des créatures pour tenter de survivre. À ce moment, notre protagoniste arrive sur son cheval de guerre, prêt pour la bataille, et d'un mouvement rapide, il commence à éliminer tous les gobelins qui entouraient la jeune fille. La force de l'attaque est si grande que la femme est projetée en arrière par l'impact, et notre héros crée un cercle de destruction autour de la chevalière tombée au sol. En sécurité, la femme le remercie et demande le nom du mystérieux chevalier qui l'a sauvé, mais notre protagoniste la regarde juste avec un air sérieux, et continue son attaque. La chevalière blonde attaque une autre créature d'un coup puissant, montrant son talent, et avec un sourire. La femme demande le nom de son sauveur tout en combattant. Notre protagoniste demande si le nom a de l'importance, disant que ça ne changera rien s'il périsse, et la chevalière rit, d'accord avec sa logique alors que la bataille continue. Puis la jeune femme dit que s'ils survivent, elle lui demandera à nouveau son nom. En ville, la chevalière raconte à la foule comment des centaines de gobelins les ont attaqués, se vantant et disant qu'elle a combattu courageusement aux côtés du mystérieux chevalier. Avec un sourire, la femme dit qu'à la fin, ils ont été victorieux et ont protégé la ville. Un homme curieux demande de quel chevalier elle parle, et la jeune femme sourit malicieusement. Avec un air sérieux, elle révèle à tous que le nom du grand héros est Yan Yujin. La foule se déchaîne et diverses rumeurs sur les exploits de notre héros commencent à se répandre, et bientôt tout le monde en ville scande le nom de notre protagoniste d'une seule voix. D'une fenêtre, un homme observe la scène, et note que toute la ville acclame le jeune homme, pensant que plus notre héros devient célèbre, plus il sera difficile à contrôler. Le maire demande s'ils peuvent laisser les choses en l'état, et sa petite fille dit que tout est sous contrôle. La femme aux cheveux roux dit qu'elle s'attendait à ce que son nom se répande, car plus l'honneur est grand, plus la chute est facile, puis demande à son grand-père s'il a entendu parler de l'assistant de notre héros, celui qui livre les marchandises. Avec un sourire, la femme révèle que le jeune homme est en fait le fils illégitime de la maison Théoane. Et le maire est surpris par la révélation, demandant ce qu'elle veut dire par là. Elle dit que s'ils peuvent avoir les deux, ils peuvent former des liens avec quelqu'un qui pourrait devenir le chef de la maison. Le grand-père sourit et comprend que son intention est de s'assurer la loyauté d'un chevalier qui protège un héritier. Sur ce, l'homme décide qu'il enverra lui-même un cadeau pour montrer sa gratitude. La femme le remercie, et il l'informe qu'il la listera comme la recommandataire, et qu'elle devrait l'utiliser à bon escient. Puis la scène nous montre un grand bâtiment luxueux la nuit dans la ville de Marin. Dans une pièce, la femme boit du thé. Pense qu'un marchand ne connaît qu'un seul chemin à suivre. Et avec un sourire malicieux, elle conclut sa pensée en disant que le chemin est de creuser un puits, et d'attendre. Notre protagoniste alors marche dans un couloir sans montrer de résistance, et d'un mouvement rapide. Il ouvre la poignée d'une grande porte en bois. Dans la pièce, la femme l'attend et pense qu'ils boiront chaque goutte qu'elle tirera du puits. Avec un sourire aux lèvres, la femme aux cheveux orange accueille notre héros dans une nouvelle et imposante armure. La femme l'appelle le héros, qui a sauvé notre protagoniste entre dans la pièce, et la femme se présente comme Priscilla, la vice-directrice. En buvant son thé, elle l'analyse et se demande s'il est vraiment le chevalier qui a vaincu un troll, pensant qu'il ne ressemble en rien au chevalier qu'elle imaginait. Avec un sourire, la femme complimente l'armure, et dit qu'elle a été faite dans le meilleur atelier de la ville. L'armure était un mélange de fer et d'os d'ogre, si résistante que même un croc de dragon ne pourrait la percer. Notre héros dit alors qu'avec la nouvelle armure, le prochain raid de donjon sera plus facile, et la remercie aussi pour la nourriture, disant qu'il attend maintenant de meilleurs résultats de ses mercenaires. La femme sourit malicieusement et dit que puisque c'est le cas, elle aimerait faire une proposition, mais notre protagoniste se lève et dit qu'il est occupé. Laissant la femme choquée, il l'informe qu'il lui rendra visite à nouveau, quand la soumission du
donjon de la maison Tuan sera terminé, et révèle que leur contrat ne s'applique qu'aux produits de l'expédition actuelle. Avec un air agacé, la femme entend qu'il se concentrera sur la collecte de pierres magiques la prochaine fois. Priscilla crie alors désespérément qu'il attende un moment alors que notre héros s'éloigne, et notre protagoniste s'arrête un instant, mais ne se retourne pas pour faire face à la femme. La femme, aux cheveux orange dit qu'il y a encore quelque chose dont ils doivent discuter, notre protagoniste demande ce que ce serait, et elle dit qu'il ne peut pas faire semblant éternellement. La femme explique que l'armure et le cheval qu'il a reçu coûtent beaucoup plus cher que le butin, et avec un sourire, la femme demande s'il n'a jamais appris que dans le monde a un prix. Elle le menace alors, disant qu'elle peut répandre le bruit que est un chevalier sans honneur. Mais notre protagoniste la regarde simplement avec ses yeux rouges brillants. La femme le met au défi d'argumenter et de se défendre de l'accusation qu'elle vient de faire. Mais à sa surprise, notre héros sourit simplement et dit qu'il trouve la situation amusante, disant qu'ils lui ont donné des cadeaux qu'il n'a pas demandés, et exige maintenant un paiement. Avec un regard sombre, il se demande si de simples marchands pensent pouvoir le menacer. La femme et ses hommes sont sous le choc tandis que les mercenaires de notre héros esquissent un sourire, et Eugène dit qu'il a déjà un contrat, et se fiche de ce qu'ils disent tant qu'il continue d'acheter. Il est d'accord que tout a un prix, et dit à la femme de dire ce qu'elle veut sur lui, l'avertissant qu'elle comprendra alors le vrai sens du mot. Et dit que cela donnera l'impression que la compagnie s'est alliée à Marin pour persécuter le héros de la ville. Il dit que si cela arrive, aucun chevalier n'aidera Marin, et sur ce, il annonce son départ. Partek se tourne alors vers la vice-directrice, et dit que son audace est regrettable. La femme, aux cheveux orange pense que si l'approche avait été différente, leur relation serait meilleure. Et l'un des hommes à côté d'elle l'appelle par son nom avec peur, tandis qu'elle reste furieuse. Puis la femme appelle notre héros par son nom et lui demande d'attendre un moment. À la surprise de tous, Priscilla s'incline et offre humblement ses plus profondes excuses. Admettant qu'elle est allée trop loin et en guise de pénitence, souhaite recommencer leur relation à zéro. Sur ce, Priscilla dit qu'elle respectera le contrat et ajoutera des clauses pour sa sécurité. La femme pense avoir vu des chevaliers s'abaisser pour de l'argent, mais que notre héros est différent, et conclut que notre protagoniste est trop dangereux pour s'y frotter, et qu'elle a fait une erreur. La femme pense que son instinct de marchande ne lui permettra pas de l'ignorer, et avec un sourire déterminé, elle semble avoir pris une décision importante. Notre protagoniste s'assoit alors et dit qu'il peut au moins écouter sa proposition, mais avec un air sérieux, il prévient que ce doit être une offre tentante pour justifier son attention. La femme aux cheveux orange le remercie avec un sourire soulagé pour sa clémence. La fée dit que l'armure n'est que pour la frime, et le mercenaire blond commente le nouvel équipement. La petite fée applaudit, disant qu'il est le meilleur. Tandis que Partek loue le contrat qu'il a obtenu, notre protagoniste lui demande s'il le pense, et l'homme confirme en disant que la compagnie est immense, expliquant qu'avec Marin comme base, ils ont des centaines de succursales et commercent avec des royaumes démoniaques. Partek dit que la proposition d'un accès illimité au donjon est audacieuse, et meilleure que d'être un noble, et le chef des mercenaires loue son initiative. Mais notre héros dit qu'il l'a fait seulement parce qu'il était agacé. Soudain, quelqu'un crie que porter une armure tape à accent grave l'œil ne fait pas de lui un chevalier. Un vieil homme chauve se moque et se demande si, avec ce joli minois, il sait même tenir une épée. La fée s'énerve de l'insulte, mais notre protagoniste reste calme. Puis Camara apparaît et le salue, lui, disant qu'il est arrivé juste à temps. Le noble se corrige et demande s'il doit l'appeler Seigneur Tewan. Mais notre héros dit que ce n'est pas la peine. Camara dit que son frère a engagé de nouveaux mercenaires, mais que quelque chose semble louche, se souvenant que le groupe précédent, anéanti par les loups, était composé de mauvaises personnes. Le noble blond ajoute que les nouveaux mercenaires lui semblent étrangement familiers. Avec un regard sérieux, notre protagoniste analyse attentivement la situation, et sur ce, Camara révèle qu'il aimerait que notre héros serve de commandant pour la subjugation. Mais soudain, le mercenaire chauve l'interrompt et s'approche du noble, demandant si notre protagoniste venait à tomber dans le donjon. Il deviendrait le commandant. Le groupe de notre héros est furieux, et Partek crie que c'est absurde. Le mercenaire se défend, disant qu'il n'aime pas le dire, mais que ce n'est pas une partie de plaisir, et continue, expliquant que dans le donjon, la vie ne vaut pas cher, et qu'ils doivent être préparés. Notre protagoniste accepte alors le plan et dit qu'il comptera sur lui, laissant l'homme sous le choc. Eugène accepte que s'il tombe, le chauve prenne le relais et dit à tout le monde de se préparer. La petite fée essaie de le prévenir au sujet de l'homme, puis notre protagoniste dit qu'il sait déjà tout. Camara confirme que Bertel a engagé les mercenaires pour se débarrasser de lui, mais voir que les choses ne se passent pas comme prévu pour son ennemi pourrait être intéressant. Avec un sourire malicieux, notre héros pense que toute cette situation va être très amusante. À l'intérieur du donjon, une étrange créature avec un cordeau se prépare à attaquer, et sans hésiter, notre protagoniste charge et tranche le monstre d'un coup rapide. La bataille commence, et notre héros mène la charge contre les créatures dans le donjon, poursuivant le combat et éliminant plusieurs gobelins avec son épée. D'un coup précis, il abat une autre créature, montrant sa force. Le mercenaire chauve observe le combat, et pense que la réputation de notre héros n'est pas exagérée. Notant que le jeune homme élimine des dizaines d'ennemis seuls. Sans avoir besoin de l'aide du groupe, c'est comme être derrière un bouclier géant, avec un sentiment de sécurité. Avec un regard malicieux, l'homme pense qu'il doit rester alerte pour trouver une ouverture, et prévoit d'utiliser sa lame empoisonnée, n'ayant besoin que d'une seule chance de frapper. Notre protagoniste prévient qu'à partir de maintenant, seuls des monstres plus forts apparaîtront, et avec un air sérieux. Il dit que seuls ceux qui sont confiants devraient le suivre.
Le mercenaire chauve sourit, et pense que c'est l'occasion parfaite pour son plan. Le mercenaire blond et Partek essaie d'y aller, mais l'homme chauve leur dit d'attendre. Les deux sont confus, et Partek dit que notre protagoniste doit avoir un autre plan. Sur ce, notre héros et les autres mercenaires avancent seuls dans la grotte sombre, pensent que la dernière fois qu'il était ici, c'était avec Gafritic, et que maintenant ce n'est pas aussi intéressant. Notre protagoniste se souvient du visage souriant de son ancien rival, pensant que Gafritic était un excellent chef, qui prenait toujours les devants. Il conclut qu'avec ce genre de leadership, ils auraient nettoyé le donjon sans aucun problème. Sur ce, notre héros s'arrête au milieu de la grotte, et ne peut s'empêcher de se demander quelque chose, et avec un air pensif, il se demande ce que Gafritic ferait dans une situation comme celle-ci. Il imagine comment le chevalier aux cheveux roux aurait géré le groupe de mercenaires traîtres. Soudain, l'homme chauve et ses hommes l'encerclent, et notre héros dit qu'il tombe enfin le masque. Une énergie bleue apparaît, et il dit que si les hommes sont si pressés de partir, il exaucera leur vœu. Les mercenaires sont surpris de voir une créature d'eau émerger, et préparer une attaque, et l'élémentaire attaque avec un vortex d'eau qui éteint toutes les torchées, plongeant l'endroit dans l'obscurité. Les hommes crient qu'ils ne voient rien, et l'homme chauve leur dit de rester calme et de rallumer les torchées. Dans l'obscurité totale, la confusion commence, et des yeux brillants apparaissent. Observant le groupe, l'un des hommes est attaqué et pousse un cri de douleur, incapable de voir qui l'a frappé. Le chef chauve réalise qu'ils sont attaqués, et dit à ses hommes de riposter mais au milieu de la confusion. L'un des mercenaires crie qu'ils attaquent leurs propres alliés. Sur ce, le chaos s'installe complètement, et les cris de douleur résonnent à travers la grotte. Dans l'obscurité, notre protagoniste observe le chaos avec ses yeux brillants en rouge. L'homme chauve désespère, et pense que le manque de lumière a créé la situation parfaite pour notre héros, et avec des mains tremblantes, l'homme essaie d'allumer une pierre à feu, mais échoue. Soudain, tout tombe dans le silence, et le mercenaire se met à transpirer. Terrifié, l'homme se demande pourquoi il ne peut plus rien entendre. Et à ce moment-là, notre protagoniste apparaît devant lui sans faire de bruit. D'une voix froide, notre héros lui demande s'il a vraiment besoin de lumière, et l'homme est surpris. Eugène l'aide alors à allumer le silex et commente la faiblesse des yeux humains. La lumière révèle tous les mercenaires tombés, et notre héros demande qui est le chasseur maintenant. L'homme chauve regarde notre protagoniste, complètement choqué par la scène, et terrifié. Le mercenaire le traite de monstre, et notre héros montre ses crocs acérés. De retour au château, par une nuit pluvieuse, notre héros revient de sa mission. Soudain, Camara apparaît dans le couloir et crie désespérément le nom de notre protagoniste. Sur ce, Eugène apparaît avec une expression calme et descend lentement les escaliers. Ses yeux rouges brillent dans l'obscurité alors qu'il fait face à l'agitation devant lui. Camara court vers lui aux côtés de Bertel et lui demande si les nouvelles qu'il a entendues sont vraies. Bertel demande ce qu'est ce bruit, et notre héros dit qu'ils peuvent l'entendre de l'intéresser. Sur le sol, le mercenaire chauve est tout amoché et semble complètement hors de lui. Les deux frères sont choqués, et Camara crie le nom de l'homme, n'en croyant pas ses yeux. Terrifié, l'homme chauve avoue avec les yeux blancs qu'il a essayé d'éliminer notre héros, et révèle qu'il a tout fait sous les ordres de Bertel. Qui sourit et dit que le gars est devenu fou. Camara se met en colère, et crie sur son frère, lui demandant jusqu'où il a l'intention d'aller, et continue en demandant si le noble blond va vraiment croire les paroles d'un fou. Avec un sourire moqueur, Bertel attrape l'homme et demande si ce n'est pas vrai. Notre protagoniste utilise alors son pouvoir, et l'homme chauve se demande comment il a osé attaquer son maître. L'homme crie qu'une personne inutile comme lui mérite cette fin, et essaie de se supprimer. Et sur ce, il se jette par la fenêtre pour mettre fin à sa propre vie. Camara crie le nom de l'homme et le désespoir alors qu'il tombe vers sa mort certaine, et le mercenaire s'écrase sur une statue dans la cour, effrayant les serviteurs. Bertel dit qu'il est devenu fou, et le donjon et demande comment son frère a pu croire cela, mais Camara le fusille du regard et dit que l'étrange, c'est Bertel, qui semble soulagé par la fin de l'homme. Avec un visage en sueur, le noble blond et sans voix face à l'accusation, puis se tourne vers notre héros, l'accusant de n'avoir aucune fierté et de le calomnier avec des illusions. D'un regard froid, notre protagoniste lui demande si, sur son honneur de chevalier, il est innocent. Le noble blond hésite une seconde, mais répond que bien sûr il est innocent. Notre héros lève alors sa main gantée et se prépare à une proposition, et avec un regard de défi, l'invite à un jugement par combat au milieu de la cour. Avec un sourire, notre protagoniste dit qu'ils parieront leur honneur, et la vérité en tant que chevalier, et le noble blond grince des dents. N'en croyant pas l'audace du défi. La nouvelle se répand, et tout le monde au château commente qu'il a engagé un assassin. Une des servantes dit qu'il cause toujours des problèmes, mais cette fois il est allé trop loin. L'un des serviteurs révèle que la cible est Eugène, le chevalier que le seigneur a engagé. Bertel affronte alors notre protagoniste avec un regard sérieux et se prépare au combat. Sur ce, Camara se positionne comme le juge de ce duel entre les deux chevaliers, et annonce que la vérité sera décidée par le combat, et le vainqueur aura raison. La vérité, selon la volonté divine, ne sera accordée qu'au grand vainqueur. Sur ce, Bertel charge notre héros avec un cri de fureur, tentant un coup puissant pour mettre fin au combat d'un seul coup, mais notre protagoniste le regarde simplement avec une expression calme, imperturbable, le noble blond rate le coup, et son épée frappe le sol, créant des étincelles. Il attaque à nouveau, mais notre héros se défend avec aisance, et les épées s'entrechoquent. Et la force de l'impact entre les deux lames crée une explosion d'étincelles.
Notre protagoniste remarque que le style de combat de Bertel est très familier, puis se souvient avoir vu Bertel dans le passé, criant qu'il a trouvé le vampire. À l'époque, notre héros a dû fuir cette créature pendant plus d'une décennie. De retour dans le présent, Bertel est choqué de réaliser la véritable identité de son adversaire. Les épées s'entrechoquent avec force, et le son de l'acier résonne dans toute la cour. Sur ce, Bertel grince des dents. Et sans la force écrasante de son adversaire, et dans un mouvement rapide, notre protagoniste désarme le noble. Qui est sous le choc? L'épée noble s'envole, et il tombe au sol, complètement désarmé. D'un regard froid, notre héros lui dit de ramasser son épée pour continuer. Et le noble blond le regarde, terrifié et avec un sourire de pur désespoir. Camara pense que l'escrime de son frère n'était pas faible du tout. Mais cette fois, même un profane pouvait voir la vaste différence entre les deux, et il était évident pour tout le monde que notre protagoniste était écrasant. Plus fort. Il avait un pouvoir bien supérieur au frère cadet du noble, qui regardait, alors notre héros attaque avec un coup rapide et précis pour mettre fin au combat. Mais Camara crie d'arrêter et s'interpose. Devant pour protéger son frère, notre protagoniste demande si ça lui suffit avec un regard sérieux. Le noble dit que le duel n'est pas encore terminé, mais qu'il ne peut pas regarder son frère se faire achever. Puis annonce que Bertel ne peut plus se battre, déclarant notre héros vainqueur. Mais Bertel crie qu'il peut encore se battre, et qu'il achèvera cette ordure. Camara lui dit alors d'arrêter, et dit que le combat a déjà été décidé, et dit à son frère d'agir comme un chevalier, d'admettre son crime et de réfléchir en prison. Le noble blond crie à son frère de se taire, et demande ce qu'il a fait de si mal. Son épée à la main, il crie le nom de notre protagoniste, dans un accès de pure rage, et charge en criant que si notre héros n'était pas là, rien de tout cela ne serait arrivé. Les yeux brillants, il dit qu'il n'aurait pas subi cette humiliation. Notre protagoniste prépare alors son épée, et une lumière bleue se reflète sur sa lame. Mais pendant un instant, il semble confus par ce qui se passe, et se demande pourquoi son corps n'obéit pas à ses commandes tout d'un coup, juste à ce moment-là. L'armure de Bertel change de couleur, et il se demande ce qui se passe. Camara se lamente que son frère n'a pas saisi la dernière chance qu'il lui a donnée de se rendre, et d'un mouvement rapide, notre héros attaque. D'un coup final dans la cour. La foule dans les mercenaires regarde la scène en silence. Choqué par l'issue, notre protagoniste se tient alors au-dessus du corps tombé du noble, mettant fin au duel. Camara regarde simplement son frère insensé allongé sur le sol pendant que notre héros s'éloigne. Sur ce, la scène change pour une ville portuaire ensoleillée et animée. Dans un couloir, notre protagoniste marche, et pense que tout cela était une perte de temps. La fée apparaît et dit qu'il a utilisé son premier serviteur, juste pour obtenir une confession, mais il explique que l'homme était faible et qu'il aurait été découvert, donc il n'était qu'un outil jetable. Notre héros demande s'il a l'air de quelqu'un qui pardonne la trahison, et la fée le traite de froid. La petite fée dit qu'un vampire a besoin d'esclaves, mais notre garçon dit qu'il n'en a pas besoin, pensant que transformer des faibles en serviteurs n'est que des ennuis et plus de travail, pour lui alors qu'il ouvre la porte. Il pense à quelqu'un, mais surprend une conversation sur le seigneur, Galfredic. La femme et l'homme dans la pièce sont surpris, et disent que ça fait déjà 2 semaines. Avec un sourire, l'homme et la femme aux cheveux orange saluent notre héros, et l'homme court vers lui, disant qu'il a entendu dire que la dernière soumission a été un succès. Notre protagoniste le saisit alors et lui demande ce qui est arrivé au seigneur Galfredic. La femme aux cheveux orange le regarde simplement avec une expression sérieuse, ne disant rien, puis révèle qu'il y a 2 semaines, le chevalier aux cheveux roux a participé à une soumission. La femme révèle qu'ils disent qu'il a disparu dans le labyrinthe, et que les recherches n'ont rien donné. D'un air sérieux, notre protagoniste comprend qu'il n'est pas revenu de la zone des monstres, et sur ce, notre héros se rend à toute vitesse sur le territoire du comte Evergros. Il arrive à un luxueux manoir et se prépare à entrer pour découvrir ce qui s'est passé. Des escaliers, un homme le salue et complimente son apparence, disant qu'il a beaucoup entendu parler de lui. Notre protagoniste le remercie pour le compliment, mais semble pressé, et l'homme comprend. Le jeune homme se présente comme Jabin, le fils aîné de la famille, et l'invite à entrer. Dans la pièce, il dit que l'avidité de Galfredic l'a emporté, et qu'il est entré dans les niveaux supérieurs, seul. Notre héros répète les paroles du jeune homme avec un regard très suspicieux, et Jabin confirme, révélant que sa famille n'a pas pu entrer dans cet endroit depuis plus de 100 ans. L'endroit est où vit le maître du labeur, un endroit dangereux plein de mystères. Notre protagoniste demande ce que c'est, et un autre homme explique que c'est un être qui gouverne l'endroit. L'homme aux cheveux noirs dit que le chevalier aux cheveux roux a été aveuglé par le désir et a causé des problèmes. Jabin le présente alors comme sur Lugy, le chevalier qui a dirigé le groupe avec Galfredic, et le chevalier le salue disant qu'il a entendu parler du duel, et qu'ils ont quelque chose en commun. Avec un sourire, l'homme révèle qu'il a gagné le tournoi familial, et qu'il a vaincu Galfredic. Jabin s'excuse de la situation et dit que cela montre à quel point le chevalier était précieux, et le jeune homme demande si notre protagoniste et le chevalier aux cheveux roux étaient amis. Notre héros se souvient de la façon de son rival, et la fée s'agace à se souvenir. Jabin promet un soutien total pour qu'il vienne pour un ami, et lui demande d'écouter, révélant que si quelqu'un disparaît pendant plus d'1 mois dans le labyrinthe, il est déclaré décédé. Sur ce, le jeune homme prévient que 3 semaines se sont déjà écoulées, et il n'en reste qu'une pour les recherches, et conclut en disant que s'il ne le trouve pas dans la semaine à venir, il n'y aura plus d'espoir. Notre protagoniste se lève alors et dit, il partira pour le labeur immédiatement. Mais Sheben l'arrête, disant que l'endroit n'est pas une promenade, et qu'il doit se préparer.
Le jeune homme propose alors que dans 3 jours l'équipe de soumission sera prête, et demande à notre héros de se reposer et de récupérer de son voyage jusqu'au jour du départ. Jabin révèle qu'ils ont engagé un mage pour les aider, et qu'il sera très utile, et la fée s'interroge sur ce mage qu'ils emmènent avec eux en ville. La petite fée se plaint du chevalier et suggère de mettre le feu au nez du gars. D'un air sérieux, notre protagoniste pense qu'il y a plus d'une chose étrange dans cette histoire, et se souvient que le chevalier aux cheveux a dit qu'il recevrait un titre du comte Evergros. L'homme l'a même invité à venir, et faire bonne impression sur le noble. Notre héros trouve étrange qu'il soit testé à nouveau, avec le titre déjà assuré et se demande pourquoi, car il sait que le chevalier n'agirait pas par cupidité, et aurait assemblé un groupe avec prudence. Soudain, un homme crie dans la rue que le Messie arrive, et notre héros regarde la scène. Le prédicateur parle d'une prophétie, où la déesse de la victoire descendra pour détruire la terre, et ajoute que le désastre a déjà commencé avec les tremblements et les animaux mourants. Sur ce, l'homme mentionne qu'un chevalier a disparu, et la fée se demande si c'est leur chef, puis un vieil homme crie pour que les gens jettent du sang sur leurs portes et offrent de la viande, et le prédicateur termine, disant qu'avec cela le Messie viendra sauver la terre tachée de rouge. La fée pense absurde, que c'est, et notre héros remarque que l'ambiance de la ville n'est pas normale. L'un des fidèles alors s'approche et tend un pamphlet à notre protagoniste, et il prend le papier avec un étrange symbole, pensant aux animaux mourants près du labeur. Notre héros se demande si une partie de l'endroit s'est effondrée, et pourquoi Gotriti y serait entré, puis dit à Myrian qu'ils vont au labyrinthe tout de suite. Le mage aux cheveux roses dit que 3 jours c'est trop long, et qu'ils iront en avance. Soudainement, le mage révèle qu'elle n'aurait jamais pensé voir un vampire juste devant elle. Et sur ce, notre héros est complètement choqué par la révélation et ses yeux s'écarquillent. Le jeune aux cheveux roses se moque, disant que les vampires ont été chassés jusqu'à l'extinction, et continue la taquinerie en se demandant comment notre héros se promène en plein jour. En colère, notre protagoniste attrape le mage. Avec force, sans aucune hésitation. Pendant ce temps, un prédicateur continue de crier que le Messie est en train d'arriver, et notre héros resserre son emprise sur le cou du jeune, montrant toute sa colère d'une voix froide. Il ordonne au mage de révéler son identité, et comment elle l'a reconnue, et la menace de lui briser le cou, qui lui demande de la lâcher pour qu'elle puisse parler. La mage aux cheveux roses essaie d'expliquer, mais la force de l'emprise l'en empêche, et avec difficulté, parvient à dire les mots « ombre bleue ». Laissant notre héros confus, la fée Myrian trouve le nom familier, mais ne peut pas se souvenir où elle l'a entendu. Soudain, la petite fée se souvient de quelque chose, et est complètement choquée, criant à son maître d'arrêter, et disant qu'il ne peut pas se débarrasser d'elle maintenant. Notre protagoniste se retourne surpris, et la fée révèle que la personne qu'il tient est une mage, expliquant qu'elle est de l'école de l'ombre de sang. Un groupe de mages qui servent les vampires, avec la révélation, notre héros relâche la mage, qui s'effondre au sol, et la fée confirme. Soudain, la mage se réveillant se plaignant qu'il n'y avait aucun moyen de répondre avec son cou serré. Notre protagoniste s'excuse maladroitement, et la fée l'accuse d'avoir tout commencé. La mage se recompose alors et, avec une fausse toux, se prépare à se présenter, se présentant comme Sereno Romari, et expliquant que son école reconnaît la présence des vampires. Sereno révèle qu'elle le cherchait à la demande de Jovan. Et notre héros comprend tout. La mage l'interroge sur son amitié avec le roux, et notre héros pense à faire taire son rival. Elle révèle alors qu'elle faisait aussi partie du groupe de soumission, lorsque Gatfredic a disparu. Surpris par l'information, notre protagoniste lui demande de lui raconter les détails, et le mage accepte, commençant à raconter qu'elle avait besoin d'objets de monstres et de rejoindre la mission. Elle dit que le labyrinthe est dangereux, mais comme il était en grande partie nettoyé, ils ont avancé avec confiance, mais quand ils sont allés plus loin, un tremblement de terre a commencé, et tout le labyrinthe a tremblé dans un rugissement. Elle continue son récit et dit que le sol du labyrinthe s'est soudainement effondré, et alors qu'elle était sur le point de tomber dans l'abîme, une mystérieuse main l'a fermement retenue. C'est le chevalier aux cheveux roux qui l'a sauvée, mais il a fini par tomber dans l'abîme à sa place. Grâce à lui, la mage a été sauvée, mais les autres chevaliers ont commencé à lui crier dessus. Car ils croient tous que le tremblement de terre était la faute de Gatfredic pour avoir ouvert la porte. Comme il lui a sauvé la vie, elle s'est sentie obligée de tout raconter à notre héros. Notre protagoniste pense que son histoire est très différente de ce que Joban a dit, et se demande si le noble a menti, ou si quelqu'un a délibérément transmis la mauvaise information. Mais la mage révèle qu'à ce moment-là, elle a réussi à voir quelque chose de très étrange dans les profondeurs. Au fond du trou où le chevalier aux cheveux roux est tombé, elle a vu un œil géant dessiné sur la roche. Notre protagoniste est choqué et demande si c'était vraiment un œil. Et la mage confirme, puis se souvient des pamphlets des cultistes, montrant que c'était la même image. La scène nous montre une secte adorant le symbole de l'œil, et criant que le Messie descendra. L'accueillant avec des sacrifices et l'appelant le salut pour la terre, avec un sourire malicieux. Un homme encapuchonné révèle qu'il s'éveillera bientôt. Un soldat rapporte que les provisions sont prêtes et que tout le monde est déjà rassemblé. Luigi demande comment notre héros se sent, et s'il est impatient de retrouver son ami. Notre protagoniste répond simplement qu'il espère ne pas avoir à ramener un corps, et le chevalier aux cheveux noirs dit que l'homme aux cheveux roux n'est pas du genre à tomber facilement. Il commence à rire et dit que Gatfredic a certainement la confiance de notre protagoniste. Notre héros pense qu'il voulait y aller, mais il devait garder un œil sur cette ordure, car il avait compris que la disparition de son rival
n'était pas un simple accident. Il pense que si l'homme a survécu pendant 3 semaines, il peut tenir 3 jours de plus. Soudain, un groupe de Templiers apparaît et salue notre héros. Qui est surpris, leur chef se présente, et dit que c'est un honneur de servir aux côtés d'un chevalier si pieux. La petite fée se moque d'eux qui qualifie un vampire de pieux, et notre héros leur dit simplement de faire de leur mieux. Luigi commente qu'il est rare que des Templiers s'intéressent à un chevalier, car ils ne suivent que les ordres divins. Et le chevalier suggère même que notre protagoniste change de classe pour devenir un paladin. Avec un sourire moqueur, l'homme semble apprécier l'idée. Le groupe avance alors vers l'entrée, et notre héros appelle Partac pour donner des instructions. À l'intérieur du labyrinthe, le groupe établit son camp, et Luigi ordonne à personne de baisser sa garde. La fée Marianne est impressionnée par l'endroit, et l'énergie de l'eau qui y déborde. Notre protagoniste remarque que l'endroit est différent d'un donjon et semble artificiel. Et avec ça, il pense que si le pire arrive, il pourrait survivre en se cachant là. Soudain, Luigi apparaît avec un sourire, et dit que c'est l'endroit parfait pour les scélérats, pour se cacher. Le chevalier fait l'éloge de notre héros, et il demande à quelle distance ils sont du lieu de la disparition. L'homme aux cheveux noirs lui dit de ne pas être impatient, et lui rappelle qu'il fait confiance à son ami, mais dit que la personne en qui notre héros a le plus besoin de faire confiance, c'est lui. Comme ils ont déjà tout cartographié, notre protagoniste se demande alors pourquoi pour un endroit cartographié. Il semble toujours y avoir beaucoup de victimes, et le chevalier rit, disant avec un regard malicieux que ce ne sont que des sacrifices. Avec cette révélation, notre protagoniste est complètement choqué et furieux. Soudain, tout commence à trembler, et plusieurs morceaux de débris tombent du plafond. L'homme crie que c'est un tremblement de terre, et dit à tout le monde de s'accrocher. Alors que la structure change, et au milieu du chaos, le chevalier informe notre protagoniste qu'ils sont arrivés à l'endroit. La scène nous montre plusieurs engrenages géants qui bougent et changent la structure, et le chevalier révèle que cette zone mobile est un raccourci vers les niveaux supérieurs. Sereno est surprise par le tremblement, et notre protagoniste continue avec un air sérieux, et demande où diable est ce raccourci au milieu de tout ce chaos, avec un sourire malicieux. Le chevalier aux cheveux noirs révèle le secret, disant que le raccourci est juste sous les pieds de notre protagoniste, qui devient alerte à ce moment précis. Le sol s'ouvre, révélant des engrenages géants en mouvement, et avec ça, notre protagoniste et la mage tombent à un nouvel étage inconnu. Il comprend que ce n'était pas un tremblement de terre, et que son rival est tombé dans un piège. Sereno se demande pourquoi, et soudain pointe quelque chose dans l'obscurité. Notre héros regarde alors dans la direction qu'elle a indiquée, et est choqué par la scène, car son ami Gafredic est attaché à une structure, complètement battue et inconscient. Sans hésiter, notre protagoniste fonce pour sauver son rival et atterrit avec agilité devant le chevalier aux cheveux roux, qui semble gravement blessé. Prudemment, il touche le cou de l'homme pour voir s'il est encore en vie, et se rend compte qu'il respire encore et qu'il peut le sauver s'il agit vite. Mais soudain, la fée Mérian prévient son maître que quelque chose semble très anormal, expliquant qu'elle a senti une présence différente venant des profondeurs du labyrinthe. Avec cela, une rafale de vent forte et mystérieuse commence à souffler dans la zone, et Sereno se demande d'où diable vient tout ce vent. Juste à ce moment, une lumière rouge commence à briller dans l'obscurité, attirant leur attention, et des ténèbres, une paire d'yeux rouges apparaît. Fixant notre protagoniste, soudain, un bras monstrueux couvert d'énergie rose apparaît dans le hall, et une créature géante, semblable à un démon, émerge, se préparant au combat. La mage est effrayée, et notre héros lui dit de protéger le chevalier aux cheveux roux à tout prix. Avec un rugissement, la créature charge avec un coup puissant pour les achever tous, mais notre protagoniste ne recule pas et défend l'attaque avec son épée, sans peur. Avec un regard déterminé, notre héros fait face à la créature géante, imperturbable, et une énergie rouge l'entoure alors qu'il se prépare à contre-attaquer. La force de elle, l'impact est si grande que la mage est projetée au loin, et pousse un cri. Le monstre fixe alors notre protagoniste, ses yeux brillants de pure fureur, et la créature géante se prépare à attaquer, avec son arme qui brille en rose. Sereno est effrayé, mais notre héros bondit pour attaquer sans hésiter. Une lumière rouge intense brille dans la poitrine du monstre, et la créature attaque avec un coup qui fait exploser le sol du labyrinthe avec force. Pendant ce temps, le chevalier aux cheveux roux reste attaché, sans défense, et notre protagoniste est furieux de ce qui se passe devant lui. D'un mouvement rapide, il lance une attaque rapide pour arrêter la créature, mais le monstre attaque à nouveau et projette notre héros et son ami au loin. Dans les airs, notre protagoniste tend la main pour essayer de sauver son compagnon. Et soudain, une barrière magique apparaît et protège notre héros et la mage. Furieux, notre protagoniste montre ses crocs et se demande quelle est cette plaisanterie. Sereno prévient que c'est un minotaure, une bête de haut rang, très dangereuse et terrifiée. Elle crie que même un vampire serait vaincu par ce monstre, mais notre héros n'est pas ébranlé et fait face au minotaure avec un regard plein de fureur, et la mage se prépare au combat aux côtés de notre héros avec son bâton. Notre protagoniste dit alors que la mage a dépassé les bornes avec cette barrière. Sereno s'excuse, mais dit qu'elle ne pouvait pas regarder un vampire se jeter vers sa fin, et il répond que si elle veut sauver le chevalier cheveux roux, elle doit garder la tête froide. La mage est choquée et dit que le labyrinthe n'était pas assez grand pour abriter un minotaure. Soudain, Louget et son groupe de Templiers apparaissent dans la zone, d'une manière suspecte, et le chevalier aux cheveux noirs interroge la mage pour ne pas avoir utilisé sa magie de la terre.
Il se moque, disant que la mage ne sait faire que des chimères et a survécu par chance, avec un sourire malicieux. Le chevalier aux cheveux noirs leur fait face à tous avec ses yeux jaunes, et demande si elle ne voulait pas vraiment sauver le chevalier aux cheveux roux. Avec ça, notre protagoniste comprend que c'est Louget qui a tout manigancé, et furieux. Notre héros réalise que c'est lui qui a laissé son ami dans cet état. Le chevalier se moque et dit qu'il a juste amené l'ami du seigneur pour qu'il le trouve, puis notre protagoniste l'attrape par le cou, disant qu'il est impoli pour un chevalier, avec ses yeux brillants. Une énergie sombre apparaît dans sa main alors qu'il serre. Notre protagoniste le fixe avec une pure fureur, et se prépare à achever le traître, mais le chevalier aux cheveux noirs se défend d'une main, et une énergie rose apparaît. Sereno est choqué, et notre protagoniste dit que la force de ce monstre n'est pas la sienne, une énergie violette enveloppe le chevalier, et un symbole magique brille sur sa main. La mage prévient que c'est une magie qui accorde un pouvoir hérité de quelqu'un d'autre, expliquant qu'elle était autrefois utilisée pour hériter du pouvoir, mais est maintenant interdite. Le chevalier se moque, et dit que c'est juste une excuse pour les lâches de monopoliser le pouvoir, révélant qu'ils sont les élus pour survivre, quand le désespoir viendra. Notre protagoniste comprend qu'il a utilisé le pouvoir de quelqu'un d'autre pour vaincre le chevalier aux cheveux roux, et furieux de la révélation. Une énergie rouge sombre l'entoure avec un regard plein de colère. Il dit qu'il va d'abord lui faire comprendre sa place. Les deux se lancent alors au combat, et la bataille commence par un choc d'énergie. Les énergies rouges et violettes s'affrontent dans une explosion de puissance, et la mage est impressionnée, se demandant si un vampire normal émettrait cette énergie. Avec un sourire malicieux, le chevalier aux cheveux noirs réalise qu'il n'est pas le seul à avoir un pouvoir caché, et les deux échangent des coups à une vitesse incroyable, et le combat s'intensifie, échangeant des coups de poing puissants, et l'énergie de la bataille se propage dans le hall. Le chevalier prévient qu'il n'a pas l'intention de se retenir, et libère plus de son pouvoir. Soudain, le sol se brise, et la mage est prise au dépourvu, tombant dans un piège. L'homme aux cheveux noirs révèle que tous les pièges du labyrinthe ont déjà été exposés, et avec un sourire malicieux. Il dit à notre protagoniste de tomber en silence immédiatement. Notre héros crie désespérément le nom de la mage, qui est prise au piège. Sereno créerait alors une barrière magique pour se protéger, et notre héros charge, et se précipite sur le chevalier aux cheveux noirs, les yeux brillants de fureur. Avec un regard déterminé, notre protagoniste se prépare à achever le traître. Le chevalier se cache alors derrière un mur de pierre qui s'élève du sol, et notre héros tranche le mur avec son épée. Portant un coup précis au chevalier, l'homme aux cheveux noirs a une coupure au visage, et fixe notre protagoniste, tenant son arme fermement et se préparant pour le prochain round. Le chevalier pense qu'il a entendu des rumeurs sur la force de notre héros, mais ce qu'il a vu était au-delà de ça, et avec un sourire malicieux. Il conclut que l'utilisation de l'appât du chevalier aux cheveux roux était le bon choix. Avec un sourire dément, il révèle que finalement le dernier sacrifice sera offert. Soudain, plusieurs cercles magiques apparaissent, et la mage se demande ce qui se passe. Sereno s'excuse et prévient que le cercle magique ne se formera plus. Notre protagoniste va alors vers le chevalier aux cheveux roux, et la mage demande où il va. Sereno est terrifié par la situation, et ne peut pas croire ce qui se passe, et se demande quel genre d'enfer c'est, commençant à avoir des regrets. La mage regrette de s'être impliquée et court désespérément à travers le hall, mais s'arrête soudainement et est choquée par la scène. Elle voit devant elle, car notre protagoniste tient le chevalier aux cheveux roux inconscient dans ses bras. Il se tourne alors vers la mage et demande si elle peut sauver la vie de cet homme. Avec un air sérieux, notre héros dit que ce n'était pas la réponse à sa question, et la mage est embarrassée et a peur de la réaction de notre protagoniste. Face à lui, elle accepte et dit qu'elle fera de son mieux pour sauver le chevalier. La fée apparaît alors et prévient qu'elle a tout vérifié, et qu'il n'y a pas d'issue. Notre héros est d'accord, et dit que l'endroit ressemble à la fin du labyrinthe. Une salle de boss, la fée révèle qu'elle ne peut rien contrôler ici, et que la flaque a une consistance différente. Notre héros met alors le pied dans la flaque rouge, et la fée réalise qu'elle ne peut pas contrôler le liquide, expliquant que la flaque de sang a une consistance très différente de la normale. Avec un air sérieux, notre protagoniste analyse la situation, et la flaque rouge, et remarque plusieurs yeux dessinés sur le sol. Se demandant si c'est ce que la mage a vu, la fée explique qu'elle ne contrôle que le sang des morts, et que le propriétaire de celui-ci est toujours en vie, et avec cette révélation, une énergie rouge s'élève de la flaque, et commence à bouger. Un bras géant fait de sang émerge et se prépare à attaquer, et l'énergie rouge se transforme en Minotaure, qui fait face à notre héros avec fureur. Son épée à la main, il dit à la fée de trouver une sortie à tout prix. Le Minotaure se lève alors, révélant sa taille et sa puissance. Notre héros remarque que le chevalier aux cheveux roux ne peut toujours pas bouger et qu'il doit agir vite, et avec un regard déterminé, il conclut qu'il doit d'abord immobiliser le monstre. Sur ce, notre protagoniste charge et attaque le Minotaure avec son épée, utilisant sa capacité obscure pour piéger le monstre dans la bataille. Avec sa capacité, il réussit à piéger le Minotaure dans des griffes d'ombre, et notre protagoniste saisit l'occasion, avançant pour attaquer le monstre. La bataille continue intensément, et notre héros se prépare pour un coup final. Avec une attaque puissante, il essaie de percer la poitrine de la créature, mais l'épée n'entre pas. Et le Minotaure ouvre la bouche, lançant un jet d'énergie sur notre protagoniste. La créature se prépare à attaquer avec sa bouche pleine d'énergie jaune, mais notre protagoniste esquive l'attaque, et l'énergie rouge se propage dans le hall. La bataille continue, et notre héros esquive les attaques du Minotaure avec agilité, et esquive un autre coup, et l'énergie du monstre le projette dans les airs.
Le Minotaure attaque avec sa corne, mais notre héros se défend avec son épée, et alors réalise qu'une épée normale ne peut même pas égratigner la peau du monstre. Sur ce, notre protagoniste décide que pour l'instant, il devra faire avec ce qu'il a, et une énergie rouge apparaît dans sa main, créant une nouvelle arme pour la bataille. Avec un regard déterminé, notre héros se prépare à utiliser sa nouvelle arme, et charge en attaquant le Minotaure avec sa nouvelle arme d'un coup rapide. La bataille continue, et notre héros esquive les attaques de la créature avec agilité, et dans les airs, il se prépare à une contre-attaque rapide, contre le monstre. Avec un cri de rage, notre protagoniste montre ses crocs et charge de toutes ses forces, mais le Minotaure le frappe de plein fouet et le projette au loin avec la force de l'impact. L'attaque de la créature frappe le sol et crée une explosion d'énergie rose, et avec la force du coup, notre héros est projeté contre un mur. Soudain, un faisceau de lumière traverse la poitrine du Minotaure sans lui causer de dommages. Pendant ce temps, Sereno essaie de soigner le chevalier aux cheveux rouges avec sa magie de lumière et lui demande de se réveiller, car son ami est en danger. Notre protagoniste se rend compte que les mots importants sur le monstre étaient vrais et comprend que cette créature de haut rang est d'un tout autre niveau de puissance. Le Minotaure ne semble pas avoir senti l'attaque, et regarde notre héros avec fureur, et notre protagoniste, agacé, se demande comment il va vaincre ce monstre. Il décide alors d'utiliser toute sa puissance d'un seul coup pour gagner le combat, et avec cela, une énergie sombre l'enveloppe, et il se transforme en bête. Sereno crie désespérément le nom de notre protagoniste. Qui est au sol? Le visage couvert de sang, notre héros montre ses crocs dans un dernier effort, et affronte le Minotaure en se sentant impuissant, un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis une décennie. La créature attaque avec ses griffes, et notre héros essaie de se défendre, mais se demande pourquoi cette fois-ci la douleur de la défaite est si forte. Sur ce, le coup du monstre le frappe de plein fouet, et le projette violemment. Notre protagoniste sent tout son corps dans l'obscurité commencer à envahir sa vision, et allongé sur le sol, il regarde le laboratoire et le plafond, complètement vaincu. Il se demande pourquoi, tandis que la mage continue de s'occuper du chevalier roux, qui reste blessé et inconscient au milieu de la bataille. Mais soudain, l'œil de son ami s'ouvre et se met à briller d'une lumière bleue, et avec un regard déterminé, le chevalier roux semble enfin s'être réveillé. La mage Sereno regarde, les yeux écarquillés et incrédules. Elle pense à combien de fois elle a averti nos héros. Mais même pour un vampire, il n'y avait aucun moyen de vaincre ce monstre terrifiant. Avec un gars Freddy blessé à ses côtés, la mage réalise qu'ils sont complètement piégés. Le Minotaure se prépare à une dernière attaque, et elle se demande si c'est la fin, et avec un sourire triste, elle s'excuse auprès de son maître, pensant que son voyage s'arrête ici. Mais soudain, Galfort se réveille et saisit le bâton de la mage qui le soignait. Il s'excuse, réalisant qu'elle a été entraînée dans ce pétrin à cause de lui. Sereno crie qu'ils doivent sortir de là, mais le chevalier dit qu'il ne peut pas. Il révèle que Luigi l'a utilisé comme appât pour attirer notre héros, parce que le chevalier aux cheveux noirs avait pris pour cible le héros, depuis le tout début de la mission. En se faisant passer pour un ami, il n'a fait que retenir le gamin et se mettre en travers de son chemin. Avec un regard attristé, il conclut que tout cela est arrivé simplement parce qu'il était trop faible. Le chevalier aux cheveux roux pense que leur relation aurait pu n'être qu'une rencontre fortuite. Mais il a été attiré par la force et la détermination inébranlable de notre héros. Il ne voulait pas que ce lien s'estompe et souhaitait devenir assez fort pour se tenir à ses côtés. Voyant ce qu'il s'apprête à faire, la mage Sereno crie désespérément au chevalier d'attendre. Avec un sourire triste sur son visage, Galfordic demande pardon à notre héros pour tout. Pendant que notre héros sombrait dans le rouge, le chevalier aux cheveux roux promet alors que dans sa prochaine vie, il deviendra son chevalier. Soudain, l'œil de notre héros s'ouvre brusquement, brillant d'une lumière rouge intense au fond du bassin. Allongé dans le liquide rouge, il semble avoir été réveillé par les paroles de son ami, la rage le consume, et il grince des dents avec une fureur incontrôlable. Une énorme explosion d'énergie rouge jaillit du bassin, choquant Sereno. Des profondeurs du liquide rouge, la main de notre héros émerge avec une immense puissance, et son poing se serre avec une puissance démente, couvert d'écailles noires et d'énergie brute. Sur ce, notre héros se relève, complètement transformé et enveloppé dans une heure de pure destruction, et ses yeux changent de couleur, signalant un pouvoir nouvellement éveillé. D'un mouvement rapide, il se jette sur le Minotaure, et arrache le bras du monstre. Au loin, le traître Lougette regarde la bataille entière, complètement abasourdi. Pendant ce temps, notre héros domine le combat contre le géant Minotaure. Avec son nouveau pouvoir, il commence à contrôler toute la mare de rouge qui l'entoure, et sa transformation lui donne une apparence démoniaque avec des crocs acérés. Sereno est terrifié, remarquant le changement dans son corps et se demandant ce que c'est que ça. Le Minotaure se prépare alors à contre-attaquer, mais Eugène ne lui laisse aucune chance de se reprendre et se précipite sur lui. La mage remarque que la mare de rouge bouge avec lui, réalisant qu'il est à un tout autre niveau maintenant. Elle réalise alors qu'elle pourrait être en train d'assister à un moment historique. Notre héros lève la main et prépare une attaque de toutes ses forces, et il porte un coup direct au monstre, l'arrêtant net. Soudain, l'œil dessiné sur le mur se met à briller d'une lumière rouge, et la lueur s'intensifie comme si elle réagissait à toute cette puissance. Sereno remarque alors que le niveau du bassin rouge a soudainement baissé. Apparemment, le monstre utilisait cette substance pour se soigner. La mage réalise que la guérison du monstre est beaucoup trop rapide, presque comme s'il trichait avec la magie, et elle note que juste après que l'œil s'est ouvert, la blessure mortelle a guéri instantanément. Elle se demande alors si le laboratoire utilise son propre sang vital pour guérir le monstre, et notre héros semble avoir eu la même idée. Sur ce, il charge et assène un coup puissant sur le grand œil sur le mur.
La mage Sereno est sous le choc de voir du liquide rouge couler de l'œil. Notre héros continue alors de marteler l'œil sans une seconde de repos. Il frappe à nouveau de toutes ses forces et de toute sa puissance obscure, et le Minotaure hurle d'agonie à chaque coup que le héros porte à l'œil. Notre héros comprend que le véritable maître du laboratoire n'était pas le Minotaure, mais le laboratoire lui-même qui maintenait les humains en vie et consommait ceux qui disparaissaient. Et il se demande si le laborantin est le dieu auquel les cultistes offraient des sacrifices. Parce que la prophétie disait que si un dieu en colère voulait détruire la terre, le seul qui pourrait l'arrêter ne serait autre que le Messie, et notre héros semble prêt à endosser ce rôle avec son pouvoir. Pendant ce temps, les cultistes prient pour que leur Messie se dépêche d'apporter le salut. Mais Luigi, avec un sourire méchant, dit en gros au dieu de se mettre encore plus en colère. Sereno panique alors quand elle voit que tout le sang a été absorbé. Sur ce, la grande sphère dorée commence à briller d'une intense énergie violette. L'énergie pulse de plus en plus fort, et un œil commence à apparaître en son centre. Soudain, le Minotaure commence à se transformer, enveloppé d'une aura sombre et sinistre. Son corps se contorsionne, et l'œil sur sa poitrine semble être contrôlé par une force supérieure. La créature crie de douleur alors que son corps se transforme, couvert d'énergie violette. Sereno désespère en voyant le monstre s'envoler, se demandant où il va. Avec une nouvelle apparence squelettique, la créature semble s'échapper du laboratoire. À ce moment-là, la sphère dorée se brise, et le plafond commence à s'effondrer. La mage commence à paniquer. Elle n'a même jamais entendu parler d'un monstre qui quitte son propre donjon. Et puis elle se souvient qu'il y a un village plein de civils juste à l'extérieur. Soudain, la fée Myriade apparaît, criant qu'elle a enfin trouvé la sortie. Mais à son grand étonnement, la sortie était un trou géant creusé dans le plafond du laboratoire. La fée hurle de désespoir alors que tout s'effondre sur eux. Et elle essaie de presser notre héros de se dépêcher. Mais il ne semble pas l'entendre. Il regarde juste le corps de son ami, Gafredic, et il a le cœur complètement brisé de le voir dans cet état. Sereno n'en croit pas ses yeux, se demandant si un vampire pleure vraiment un humain. Notre héros s'approche alors du visage de son ami, avec une expression sérieuse. La mage pense à la façon dont il a caché son identité et s'est fait passer pour un chevalier. Mais elle n'a jamais vu un vampire nouer des liens avec des humains, encore moins un de sang noble. Eugène mord alors le coup de Gafredic, espérant que cela suffira à le sauver. Pendant ce temps, le Minotaure transformé vole vers le village. Il atterrit avec un impact violent, prêt à causer une destruction massive. Le monstre regarde alors le village, ses yeux remplis de malice, et il pousse un rugissement terrifiant, se préparant à attaquer immédiatement. Une lune de sang apparaît dans le ciel. La mage Sereno s'approche et dit que notre héros porte le sang d'un vampire géniteur. Elle dit ensuite qu'elle a encore une chose à lui dire, expliquant qu'un géniteur vampire peut ranimer quelqu'un qui n'est pas parti depuis longtemps. Elle lui demande alors s'il sait comment les parents sont créés, en jetant un coup d'œil à Gafredic. Dans ses pensées, notre héros confirme qu'il faut mordre la nuque et injecter son sang. Mais il se souvient que s'il fait ça, la personne pourrait ne pas être capable de supporter la transformation. Il révèle qu'il ne l'a fait qu'une seule fois auparavant, mais l'esprit de la cible n'a pas pu le supporter. Sereno, cependant, pense que cela pourrait être différent avec Gafredic puisqu'il est chevalier, car quelqu'un avec une force mentale exceptionnelle ne perdra pas son identité et conservera ses compétences. Le problème est qu'en tant que fier chevalier, il pourrait voir cela comme une insulte. Sur ce, la mage demande à notre héros ce qu'il pense de la situation. Notre héros pense au fait qu'il n'a jamais révélé sa véritable identité à son ami, et il se souvient de tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Avec un regard triste, il se demande s'il existe un autre moyen de le sauver. Notre héros comprend alors que la seule façon est de lui demander directement, et sur ce, il se rapproche du chevalier aux cheveux roux pour commencer la transformation. Mais soudain, notre héros claque la langue de frustration devant ce qui se passe. Il réalise que l'injection de sang se fait beaucoup trop vite, et que ses crocs ne veulent pas se rétracter. À ce moment, le droit de succession commence. Il est expliqué qu'un parent est la propriété de leur souverain, et leur âme et leur pouvoir leur reviennent. Soudain, une aura de sang commence à émaner de Gafredic, et son corps commence à libérer une quantité d'énergie démentielle. Le pouvoir est si immense qu'il franchit les limites du laboratoire. C'était une aura si écrasante qu'on pouvait la voir de loin. Pendant ce temps, dans le village, les habitants crient de terreur, essayant de fuir. Ils réalisent avec horreur que le laboratoire s'est effondré et qu'un monstre géant est apparu. Avec le chaos qui éclate, des créatures commencent à attaquer les habitants sans pitié, et une mère enfant crie de peur en voyant un homme se faire abattre par un monstre. Le Minotaure transformé rejoint également la mêlée, terrorisant les habitants. Depuis un toit, le traître Lugiès regarde toute la scène avec un sourire méchant. Il se réjouit que le moment soit enfin venu de récolter les fruits du sacrifice. Il révèle que les humains ne sauront jamais que tout n'est qu'un jeu entre lui et le labyrinthe, et quand leur désespoir atteindra son paroxysme, il apparaîtra et vaincra le Minotaure. Avec ça, il deviendra le Messie qui a sauvé tout le monde en utilisant leur propre désespoir. Et avec un sourire méchant, il dit que plus les gens tomberont, plus il sera vénéré. Pendant ce temps, le village est attaqué par divers monstres comme des loups géants et des draps. Une femme crie le nom de son fils, qui est tombé par terre, et un loup géant se jette en avant pour les attaquer tous les deux. La créature se prépare au coup de grâce alors que la mère serre son enfant dans ses bras, terrifiée. Mais soudain, quelqu'un apparaît pour les sauver de justesse. Ce n'était autre que notre héros, qui se présentait pour protéger tout le monde. Il saisit la mâchoire du monstre avec une force incroyable, et l'achève sans la moindre pitié. La mère et son fils regardent notre héros avec un sourire d'espoir, et notre héros se tient là, tel un véritable champion, après avoir vaincu le loup. Voyant cela,
Le traître Lugy se demande furieusement pourquoi diable notre héros est là. Il se demande si le Minotaure ne s'est pas réveillé en absorbant le sang de son sacrifice. Parce qu'il l'a offert lui-même, et sa fin était certaine. Alors comment le gamin est-il revenu indemne? Si c'est vrai, il n'a aucune idée de ce qu'est le protagoniste. Eugène se tourne alors vers Lugy, et remarque qu'il a l'air plutôt heureux, demandant si Lorgeban est au courant du chaos. Mais il dit ensuite que cela n'a plus d'importance, car il va payer pour ses péchés ici et maintenant. Et soudain quelqu'un se jette sur le traître pour l'attaquer. Mais Lugy esquive de justesse, et l'attaque finit par détruire la tour à la place. Le traître se met alors à rire comme un parfait maniaque, et à sa grande surprise, son agresseur était Gafredic, qui lui demande avec un sourire en coin s'il lui a manqué. Il dit qu'il est ici pour lui rendre l'appareil pour l'humiliation du tournoi, et que maintenant le traître paiera, le dénonçant comme le chef de la secte, Lugy.